I am here to discuss the so-called flying saucers. Alors un PAN, donc phénomène aérospatial non identifié, dans sa version du coup anglophone UAP. Si avant elle était aérospatiale, maintenant c'est anomalous, donc qui vient du mot anomalie. Donc c'est toutes les anomalies qui seraient présentes, pas uniquement dans l'espace ou dans l'air, comme chez nous aérospatial, mais aussi, ça comprend aux États-Unis, tout ce qui serait présent et, dans tous les médiums différents, donc à savoir aussi l'océan. En 1952, on a une énorme vague d'observations aux États-Unis, le Capitole et la Maison-Blanche qui sont survolés par plusieurs ovnis à Florence en 1954. Le match est interrompu, les joueurs s'arrêtent de jouer, tout le monde fixe les objets dans le ciel. En termes d'actu chaude, elle commence en 2017. New York Times breaking the news that the Pentagon has been secretly researching the possible existence of UFOs. Donc là, d'un coup, il y a une bascule incroyable entre le désaveu complet autour du phénomène aux États-Unis depuis 1969 et un sujet qui devient médiatique et auquel les politiques ont maintenant un devoir d'investiguer. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. Dès lors que le Pentagone reconnaît que les vidéos sont vraies, ça mène à des auditions au gouvernement. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft. The controller told us that these objects had been observed for over 2 weeks, coming down from over 80,000 feet, rapidly descending to 20,000 feet, hanging out for hours, and then going straight back up. It was a UAP, ma'am. The term that the analysts used, they called it the button. It was a disc-shaped object. A self-luminous, tic-tac-shaped object emerged from the ocean before linking up with 3 other similar objects. When another patrol reported a massive triangular craft larger than a C-130 silently floating over the installation. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Simon Meust, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Paranormal Show, nous sommes ravis de vous recevoir. Simon, vous êtes le fondateur et l'intervieweur de la chaîne YouTube EPAN, une chaîne documentaire indépendante consacrée aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Vous venez du monde de la réalisation et du montage. Après un passage au studio Bagel pour le groupe Canal+, vous avez travaillé chez Combini entre 2015 et 2019, avant de fonder en 2020 votre propre société de production. Avec votre chaîne, vous abordez le sujet des PAN avec une approche rigoureuse, en dialoguant avec experts, scientifiques, militaires et analystes de premier plan. Et tout d'abord, une première question pour vous, Simon. C'est quoi un PAN ou UAP en anglais ? Alors un PAN, donc phénomène aérospatial non identifié, dans sa version du coup anglophone UAP, comme vous dites, qui n'est plus exactement la même parce que si avant elle était aérospatiale, maintenant c'est anomalous, donc qui vient du mot anomalie. Donc c'est toutes les anomalies qui seraient présentes, pas uniquement dans l'espace ou dans l'air, comme chez nous aérospatial, mais aussi, ça comprend aux États-Unis, tout ce qui serait présent dans tous les médiums différents, donc à savoir aussi l'océan. Parce qu'il se trouve que les objets dont on va parler, on les observe également dans nos océans. Mais donc un PAN, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle un ovni chez nous, et ce qu'on appelait UFO aux États-Unis il n'y a pas encore si longtemps que ça. Pourquoi on n'utilise plus le mot ovni d'ailleurs ? En fait, pour plusieurs raisons, mais il faut savoir que le terme phénomène aérospatial, on l'utilise depuis très longtemps. On l'utilise en France depuis les années 60, 70. C'est déjà un terme qu'on utilisait, et aux États-Unis aussi. Plus tard, le terme UFO a été démocratisé aux États-Unis par un Américain qui s'appelait Ruppelt. Et donc, on a repris, nous aussi,
ce terme-là en France, OVNI, qui au début n'était pas particulièrement connoté, mais avec le temps et tout l'univers qui a tourné autour du sujet OVNI, toutes les vérités, contre-vérités qui existent sur cette thématique-là, avec le temps, ça s'est largement galvaudé. Et ce terme-là, maintenant, OVNI, a une connotation quasi ridicule, pour beaucoup ridicule, faut le dire. Ambiance, la soupe aux choux, etc., quoi. Donc c'est vrai que pour un sujet qui, on va le voir, est en réalité très sérieux, on ne peut pas se permettre d'avoir ce type d'image en tête lorsqu'on vient en parler, quoi. Ok. Et alors, comment vous, Simon, vous êtes arrivé justement à ce sujet à titre personnel ? Est-ce que c'est par la soupe aux choux ? Alors c'est même pas je crois que j'ai même pas vu le film, pour être franc. En revanche, j'en ai vu d'autres, des films de science-fiction. C'est sûr que une de mes passions depuis l'enfance, c'est le cinéma. Ça comprend la science-fiction, ça comprend tout un tas de films qui se sont effectivement passés dans l'espace, etc., qui montraient effectivement des vaisseaux spatiaux, tout ça. Donc ça, je peux absolument pas nier qu'il y a un attrait à la base pour tout cet univers-là, mais qui est d'abord dû au fait que j'ai un attrait à la base pour les sciences, notamment celle de l'espace, et tous les mystères que ça comprend et que ça comprend encore aujourd'hui. Et je pense que quand, en grandissant, je me suis intéressé davantage aux sciences, comme je le disais, lorsque j'ai compris qu'il y avait, avec le sujet OVNI, un vrai vivier d'informations qui venait justement aussi emprunter à tout cet imaginaire que j'avais en étant enfant, et que finalement je me suis rendu compte, mais tiens, il n'y a peut-être pas que de l'imaginaire là-dedans. On dirait qu'il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent et qui sont largement documentées. Je pense que ça fait un genre de pont dans ma tête, une sorte de moment un peu eureka, genre ça c'est un sujet qui est pour moi, je pense. Et si au début je le prenais avec pas mal de distance, et que comme je dis souvent, je picorais ça comme un bonbon, quoi, quelque chose, une friandise de temps en temps, on va s'autoriser des petites vidéos OVNI, etc. Au bout d'un moment, et avec des événements qui se sont passés dont on va parler, on comprend que non, il y a quelque chose de très sérieux, et on est finalement assez nombreux aujourd'hui à s'y intéresser. Mais de là à créer une chaîne, pourquoi vous avez pris le temps de créer Epan ? J'ai pris le temps de créer Epan parce que, en tant que, du coup, passionné du sujet depuis un moment, j'étais dans l'attente, en France, d'un contenu français sur le sujet qui n'est jamais venu. En fait, il y a eu toute une série d'événements. Lorsqu'elles se sont produites, j'ai regardé un petit peu autour de moi, je me suis dit, bon, là, on va avoir un gros documentaire qui va sortir, là, on va avoir une série, là, on va avoir tel média qui va en parler, et il se passait rien. Et j'avais beaucoup de mal à comprendre. Je pense qu'il y a une réelle frustration en 2017. On comprendra plus tard pourquoi. Et ensuite, en 2023, une réelle frustration sur le fait que personne décide de s'emparer du sujet sérieusement et de le traiter avec des vrais moyens de production qui sont ceux que moi j'ai essayé de mettre dans la série. Et vu que personne ne l'a fait, qu'il a bien fallu que je me rende à l'évidence, je suis réalisateur, j'ai du matériel, j'ai une boîte de production, je fais de la post-production aussi, j'étais capable quasiment à moi tout seul de produire tout ça. Je me suis dit que j'allais le faire, sinon je faisais moi-même partie du problème, quoi. C'est quoi votre ligne éditoriale sur Epan, Simon ? Ma ligne éditoriale, c'est d'essayer avant tout de produire un contenu qui permet aux profanes, aux néophytes, d'appréhender correctement le sujet. Et pour l'appréhender correctement, on ne peut pas commencer directement avec les histoires les plus spectaculaires. Hein. Il y en a énormément avec ce phénomène-là. J'ai décidé d'avoir une ligne éditoriale qui allait uniquement se baser sur les éléments les plus factuels, les éléments qui seraient les plus documentés, avec soit de réels documents, donc on le verra, mais ça peut être des archives déclassifiées ou même pas, ça peut être des vidéos, ça peut être des éco-radars, ça peut être tout un tas de corpus d'éléments à disposition pour vraiment
expliquer qu'on a affaire à des cas qui sont très solides. Donc ça, c'est la nature des différentes thématiques que je vais aborder au sein de cette thématique-là. Voilà, c'est ce type d'éléments-là. Ensuite, les personnes que je vais interviewer sont aussi des personnes qui, moi, j'estime, et je ne suis pas le seul, qu'elles sont irréprochables dans leur démarche. Par exemple, j'ai interviewé un ancien directeur des renseignements de la DGSE, Alain Juillet, un ingénieur en aéronautique, Luc Dini, un historien qui était maître de conférence à l'école militaire. Donc voilà, on est sur des profils d'experts institutionnels qui, de par leur connaissance sur le sujet et aussi leur carrière respective, sont censés démontrer aux gens qu'il y a un sujet qui peut être abordé de cette façon-là aussi. Donc très sérieuse, par ce type de profil-là, j'essaie de démontrer que ces gens-là ne s'intéressent pas à ce sujet-là pour rien. Donc il y a effectivement des choses. Et voilà, donc j'essaie de prendre la main, encore une fois, les néophytes et ceux qui découvrent le sujet, parce que ceux qui sont déjà conquis, entre guillemets, à la cause, j'ai pas besoin de prendre mes pincettes avec eux. Avec les autres, je pense qu'on a besoin de légitimer, en fait. De légitimer, d'éducation, de prendre son temps, et c'est ce que j'essaie de faire avec la série, en essayant de produire quelque chose de très factuel, dans lequel on se sent a priori en sécurité, pas maltraité. On nous montre pas des images bizarres de reconstitution. Il n'y a pas de musique à la X-Files. On n'est pas dans un décorum qui est celui habituel. Non, on est dans quelque chose de très posé, de très sérieux. Et je crois que ça a eu jusqu'ici l'effet que je recherchais. En tout cas, les réactions que j'ai à ce jour sont excellentes, quoi. Et bravo pour ça, d'ailleurs, merci. Simon. Ouais, gentil. Vous parlez d'expertise, vous parlez de sujets sérieux. L'armée américaine l'a bien compris, puisque elle s'empare très tôt du sujet PAN, dès les années 40, même avant, on en parlait en off tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous amener un petit peu dans le démarrage de la prise en charge institutionnelle de ces sujets-là, justement, aux États-Unis, mais pas que, mais aussi en France? Ouais. Alors, c'est vrai que le sujet OVNI ou PAN est très connoté américain. Il est très connoté américain parce qu'il se trouve qu'à ce jour, une grande quantité d'informations qu'on a provient des États-Unis et des quelques programmes qu'ils ont eu d'études qu'ils ont eues sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres choses en France, etc., ou ailleurs dans le monde, on va en parler, mais c'est vrai que le gros de l'action s'est déroulé aux États-Unis, ou en tout cas, la communication qui a été faite dessus, ça vient de là-bas. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que c'est le gros de l'action ou est-ce que c'est la façon d'en parler ? C'est ça, c'est la façon dont on a communiqué sur toute cette affaire. Mais on verra quand même que, effectivement, si aujourd'hui, il semble qu'il y ait une nation qui ait pris un petit peu les devants et qui soit un petit peu en avance sur le sujet, c'est quand même les États-Unis. Donc, vous parliez des années 40. Effectivement, on peut remonter aux années 40 parce que c'est, du point de vue institutionnel, comme vous disiez, c'est le premier programme officiel de l'US Air Force qui s'appelle le projet SIGN, qu'on appelait d'ailleurs dans le public là-bas le projet Soucoupe Saucer. Pourquoi on crée ça en 48 ? On crée ça en 48 parce que juste avant, en 47, on a eu toute une vague d'observations d'objets dans le ciel qui étaient très étonnants, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ils avaient des formes qu'on ne connaissait pas, ils manœuvraient de façon complètement incohérente et inapplicable avec les théories de l'époque, avec les technologies de l'époque, pardon. On les trouvait partout sur le territoire, à des altitudes qui étaient franchement incompatibles. Combien d'observations, vous savez ? Alors, la première, qui est très connue, et on dit souvent que l'ère moderne des ovnis débute avec cette observation, c'est celle de Kenneth Arnold en 47, en juin 47, je crois. Lui, en gros, c'est un pilote, c'est un homme d'affaires très respecté, etc., qui observe. C'est son avion. C'est son avion. En fait, il était
y avait un avion, je crois, de l'armée qui s'était crashé, qu'on n'arrivait pas à retrouver, et on avait offert une prime à qui arriverait à retrouver cet avion. Et lui, il se trouve que donc, c'est un homme d'affaires, passionné d'aviation, qui a son propre avion et qui décide d'aller faire un tour pour voir si, tenter sa chance, quoi. Et pendant ce vol, il observe 8 ou 9 objets qu'il décrira comme ressemblant à des genres de boomerangs, si vous voulez, qui volaient en formation beaucoup trop rapidement par rapport à ce que les avions de l'époque étaient capables de faire, qui réfléchissaient la lumière, et voilà, quelque chose que, alors que lui était passionné d'aviation, n'avait jamais vu. Et donc, en revenant ensuite, après avoir fait cette observation, il raconte ça à un journal local, etc. Et ensuite, c'est imprimé partout aux États-Unis. Et d'un coup, l'affaire prend énormément d'ampleur. Ça, c'est la première observation. Enfin, la première, celle de 47, à laquelle on remonte, et qui fait vraiment un énorme tapage médiatique. Ouais. Ensuite, il y a énormément d'autres observations. Il se trouve qu'il y en avait d'autres avant la sienne aussi, mais en termes de tapage médiatique, comme je disais, on n'avait jamais eu ça aux États-Unis. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas son observation qui déclenche tout le reste des observations ? C'est souvent un contre-argument que les sceptiques auront, et il est tout à fait juste de le faire. On peut se dire que les autres, ils décident aussi de ramener un petit peu les feux des projecteurs sur eux, parce que ils ont vu un truc un peu bizarre dans le ciel, alors que c'était probablement un avion ou un oiseau ou que sais-je, quoi. Oui, tout comme on se demande si la science-fiction n'imprègne pas à un moment donné le réel. C'est un autre sujet, on y reviendra plus tard. Exactement, c'est la poule ou l'œuf, quoi. Mais Kenneth Arnold, il semble qu'il soit quand même de bonne foi. Son témoignage n'a jamais changé. Les observations, l'observation qu'il rapporte est vraiment anormale à l'époque. Donc bon, qu'est-ce qui se passe à peine un mois plus tard ? Tout le monde connaît Roswell. Et ça se joue vraiment en quelques semaines, tout ça, quoi. Et donc Roswell, c'est un des cas les plus fascinants de l'ufologie, parce que il y a un nombre colossal de faisceaux d'indices qui nous font dire qu'il s'est effectivement passé quelque chose de hautement étrange à Roswell. Si on parle uniquement des dizaines et des dizaines de témoignages qu'on a à ce jour sur le sujet, c'est très troublant. Sans parler de la façon dont a communiqué l'US Air Force à l'époque, en disant qu'ils avaient bien récupéré une soucoupe, et puis ensuite en rétractant l'information, etc. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui ont été très, très bizarres dans la communication autour du sujet. Tout ça pour dire que en 48, du coup, la pression un petit peu de la population sur son gouvernement fait qu'on crée un premier programme d'études. C'est l'armée qui le crée ? Ouais, mais sur pression de l'opinion et du gouvernement qui lui aussi veut des réponses. The Paranormal Show est un média indépendant. Pour nous soutenir, abonnez-vous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, mais aussi sur votre réseau social favori. Les liens sont disponibles en description. Un commentaire, un like, un partage nous aident énormément. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir la chaîne, rejoignez-nous sur la section YouTube dédiée. La suite se construira avec et grâce à vous. Merci. On crée ce premier projet Sign. Et la conclusion de ce projet Sign, accrochez-vous, c'est qu'il s'agit de visiteurs interplanétaires. Ça, c'est vraiment la conclusion. On a plusieurs personnes de l'époque en interne qui nous expliquent que c'était vraiment ce qui avait été écrit sur le premier rapport. Mais dans la hiérarchie au-dessus, on n'est pas du tout content de cette conclusion et on la refuse. Et donc, ce premier estimate of the situation, comme ils avaient appelé, il est jeté au feu. Et on leur demande, vous me réécrivez un rapport qui ne dit pas ça. Et donc, le rapport est un petit peu plus conservateur sur ses conclusions, en disant que il y a des choses qui se passent, etc., mais qu'on ne sait pas bien ce que c'est. Le projet Sign, à la suite de ça, il est squeezé, et c'est un autre projet qui voit le jour et qui s'appelle le projet Grudge.
Le projet Grudge, ça veut dire rancune, et ça en dit long sur, sur l'attitude générale de la hiérarchie par rapport au sujet. Le projet Grudge, Ou Blue Book, il deviendra Blue Book. Il deviendra Blue Book. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est Grudge. Alors, c'est pas parce qu'on décide d'essayer de minimiser la chose que les observations disparaissent, loin de là, puisque quelques années plus tard, en 1952, on a une énorme vague d'observations aux États-Unis, partout sur le territoire, mais avec notamment une observation, deux nuits d'observation qui sont mythiques dans l'ufologie, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui le carrousel de Washington. Et donc, en fait, c'est le Capitole et la Maison-Blanche qui sont survolés par plusieurs ovnis, vus par des centaines de C'est ce que je veux dire, il y a des centaines de personnes mais vus aussi par des radars. Ouais. Et donc ça, il y a de la donnée, il y a de la data aussi. Il y a de la donnée, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra qu'on comprenne bien et que vos auditeurs comprennent bien, c'est qu'on est sur un sujet qui, si on veut commencer à réellement acter qu'il est vrai, il faut commencer à se baser que sur, à mon sens, mais pas que le mien, des observations qui sont multisenseurs. Donc, on peut compter des témoignages humains, surtout quand c'est des témoignages de masse. Évidemment, c'est toujours mieux quand on a 100 personnes qui nous rapportent avoir vu quelque chose plutôt qu'une seule personne. On ne peut pas corroborer. Sauf si c'est 100 personnes qui appartiennent à une secte et qui étaient ensemble. Oui, alors là, il se trouve qu'il ne me semble pas qu'il y ait eu de réunion secte à l'époque dans les alentours du Capitole, et que c'est vraiment des observateurs indépendants, y compris des éco-radars dans une tour de radar, mais aussi dans d'autres. Donc de la donnée qualitative, de la donnée... plusieurs radars différents. Ah oui, quantitative, de la data. Voilà, et on dépêche, évidemment, parce que c'est au-dessus du Capitole et la Maison-Blanche. Enfin, pourquoi on ferait voler des choses là-dessus sans prévenir le président, etc. Donc, on envoie des jets, donc des avions de chasse de l'époque, qui décollent, qui arrivent à toute vitesse sur le site, et qui, lorsqu'ils arrivent sur le site, les éco-radars disparaissent, et donc les objets qui étaient en vol ne sont plus visibles pour les pilotes de chasse. Ils retournent à la base, ils réapparaissent. Et donc il y a ce chassé-croisé un petit peu comme ça entre les avions et les objets sur toute une nuit, et en fait il se trouve que quelques nuits plus tard, ces objets reviennent. Mais dans un des cas, on a un chasseur qui rapporte avoir vu un de ces objets et avoir tiré dessus. Bon. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Il s'est passé qu'on n'en sait pas plus. Ces objets, a priori, on n'en a pas récupéré un seul ce jour-là, mais les éco-radars sont bien réels. Ils traduisent des vitesses qui, je crois, vont à 12 ou 13 000 km/h de ces objets, donc qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on était capable de faire à l'époque, et puis même encore aujourd'hui, on ne fait pas d'avions, à part ceux qui sont vraiment faits pour faire des records de vitesse, quoi. Mais voilà, à l'époque, on est donc en 52, c'est très très loin de ce qu'on est capable de faire. Vitesse, accélération et aussi déplacement, c'est-à-dire que ces objets-là, c'est quelque chose qui revient dans quasiment toutes les observations qu'on fait. Ils ont des mouvements qui sont complètement erratiques, donc qui vont pouvoir se déplacer à angle droit, faire des 180 degrés, s'arrêter, vol stationnaire, repartir à des vitesses fulgurantes. C'est ça qu'on observe, c'est ça que les radars observent, et c'est ça que les pilotes aussi observent. Et comment s'en tire le gouvernement américain à ce moment-là ? Comment il communique là-dessus, justement ? Mais pas très bien, en fait, parce que y a une énorme conférence de presse qui est organisée, et l'armée, en fait, botte un petit peu en touche. C'est-à-dire que ils ne vont pas dire qu'il s'agit de vaisseaux extraterrestres, parce que, a priori, encore à ce jour, on ne sait pas ce que c'est. Mais ils auraient pu au moins essayer de reconnaître qu'il s'était passé quelque chose qui défiait l'entendement. Mais c'est pas exactement l'attitude qui est observée, parce qu'on va finir par nier ça et par minimiser. On a quand même quelqu'un qui nous rapporte, qui est un major de l'époque, et qui, je pense pas qu'il soit major, alors je vais pas dire de bêtises sur son poste, mais bon, qui est un haut gradé de l'US Air Force, qui pendant la conférence de presse va nous dire qu'il y a effectivement énormément d'observateurs crédibles qui ont vu des choses qui étaient complètement incrédibles. C'est vraiment sa phrase dans le texte, c'est pour ça que je la redis comme ça. Donc on a quelques punchlines comme ça
qui sont sortis, qui encore aujourd'hui posent question, mais on va pas beaucoup plus se mouiller que ça. Et en 53, juste après, on a aujourd'hui des documents qui nous expliquent et qui nous montrent que la CIA met en place un panel, qu'on appellera le panel Robertson, qui visait justement à minimiser toutes les affaires liées aux ovnis, à les ridiculiser au travers du cinéma, de la science-fiction, largement de la science-fiction, mais des magazines de l'époque, des tabloïds, etc. Et en fait, réussir peu à peu à transformer la perception du sujet du point de vue de l'opinion et la transformer en un sujet quasi ridicule, plutôt tabou, fantasmagorique, de l'ordre de la science-fiction, mais surtout de l'ordre de la fiction. Essayer de décrocher au maximum ce sujet-là du réel. Et c'est quelque chose dont le cinéma et les tabloïds, etc. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce que c'est des choses qui excitent vraiment l'imagination. Mais ça a vraiment contribué, et encore à ce jour, à ce qu'on ait une perception du sujet qui soit complètement erronée par rapport à sa réalité, quoi. Et toutes ces observations outre-Atlantique, est-ce qu'elles arrivent aussi en France, contexte de guerre froide, contexte nucléaire? Est-ce qu'il se passe des choses aussi chez nous? Ouais. On dit souvent que le sujet OVNI, c'est un sujet qui est uniquement un sujet américain et que du coup, c'est forcément n'importe quoi. Non, moi, je ne serais pas là à vous parler si effectivement c'était quelque chose qui se cantonnerait uniquement aux États-Unis. On flairerait tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, la planète est grande. Le phénomène est observé absolument partout autour de la planète depuis des décennies et c'est exactement les mêmes types d'observations qui sont faites et de caractéristiques qui sont rapportées. Et donc là, on était, je parlais de 52, 53. Il se trouve qu'en France, en 54, à l'automne 54, plus précisément, on a une vague d'observations qui est mondialement connue. Partout en France, voilà, on observe ce qu'on appelle à l'époque des soucoupes. Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le terme soucoupe volante vient de l'observation de Kenneth Arnold, à cause de la déformation dans le texte d'un journaliste qui a mal traduit ce qu'avait dit Kenneth Arnold. Hop, c'est devenu soucoupe volante, alors que lui-même n'avait jamais parlé de soucoupe volante. Mais bon, les journalistes aiment bien parfois tordre un petit peu les témoignages. Et donc, en France, c'est une observation de soucoupe. Hein, c'est vraiment ça qu'on retrouve dans tous les journaux. Soucoupe volante. On voit aussi des cigares, beaucoup, etc. Voilà, énormément de gens partout dans le France. On a des archives de l'INA qui sont délicieuses, vraiment, de personnes qui sont dans plein de villages, voilà, en France, et qui racontent ce qu'ils ont vu. Cette vague, elle est vraiment extraordinaire. On parle de milliers d'observations sur l'automne 54 en France, mais aussi en Italie, en Espagne, en Afrique du Nord. Voilà, il y a évidemment beaucoup de personnes qui ont travaillé sur la question, mais le plus célèbre reste Aimé Michel, qui a sorti plusieurs ouvrages, notamment en 54, sur la vague de 54. Et donc là, vous lisez l'ensemble des témoignages que lui a recueillis. Et donc, c'est de l'ordre de ce que je vous disais tout à l'heure sur les déplacements, les formes, etc. C'est des choses que... Et on retrouve une concordance universelle, en fait, sur la description de ce qui est observé. Oui, absolument. En Asie aussi, on a des choses, il y a des choses sur cette période-là. On a des choses en Asie, c'est moins mon champ d'expertise parce que c'est plus compliqué de trouver des bonnes sources. Je sais qu'il y en a, j'en ai déjà vu, mais il me semble qu'à ces périodes-là, c'était assez problématique du point de vue du partage d'informations en Asie, notamment en Chine, etc. Et c'est pas allé en s'arrangeant avec les années qui ont suivi, et c'est pour ça que il y avait assez peu d'observations d'observations qui sortaient de là-bas, mais d'informations qui sortaient. Et même chez eux, de chez nous, il y avait assez peu de choses qui arrivaient là-bas. Pour autant, je sais que on a des cas d'observation en Chine, et je sais qu'on a même des cas d'enlèvement qui remontent assez tôt sur ces territoires-là, à des époques où justement l'information n'était pas du tout partagée. Et on se demande aujourd'hui comment c'est possible qu'ils racontent la même chose, alors que vraisemblablement, ça c'est étonnant. Alors les enlèvements, c'est encore un autre sujet. C'est même pas sûr qu'on en parle forcément on va aujourd'hui, parce que c'est encore plus touchy que le reste. Mais évidemment, ça fait partie de
de toute la thématique, quoi. On va y revenir, mais du coup, là, vous évoquiez la France, Simon. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ça, nous, de ces observations-là? Est-ce qu'on a des institutions à cette époque-là déjà créées pour? Est-ce qu'on communique là-dessus? Comment on s'en empare? À l'époque, on ne peut pas avoir une vague d'observations comme celle de 54 sans qu'il y ait pas de réaction de la part des politiques. Donc, on a plusieurs députés qui vont demander au gouvernement, vont demander à leur état-major de prendre la chose en main. Je suis en France, hein. On est en France. Ouais. On est en France. Et donc, il est créé en 54 ou en 55 la CEMOC, donc la section d'études, il me semble, des mystérieux objets célestes. Et donc, c'était assez poétique. Ah, moi j'adore. Les MOC, entre OVNI et Pan, MOC, je trouve que c'est vraiment le plus joli. Les mystérieux objets célestes. Et c'était vraiment de ça qu'il s'agissait, quoi. On n'avait aucune idée de ce que c'était. On présumait que ça venait peut-être du cosmos, etc. Donc c'est très poétique, ouais. On crée cette section. Et donc là, c'est l'armée de l'air qui est principalement en charge d'étudier tout ça. Donc, on a assez peu d'informations sur tout ce qu'ils ont récolté, mais on sait qu'il y a des observations militaires qui sont faites. On a des cas d'observation avec éco-radar qui remontent justement, je crois, à ces années-là, 53 au-dessus d'une base. J'ai les fichiers, j'en parle dans l'épisode 2 avec Luc Dini. Voilà, on a quelques trucs qui se passent quand même à l'époque, ouais. Et au niveau média, traitement médiatique? Toute la presse sur cet automne-là en parle. Est-ce qu'on est déjà dans une phase où vous parliez de la soupe chaude tout à l'heure, où on en rigole? Non, c'est plus tard que ça arrivera. On est d'accord. Non, là, c'est encore pris très au sérieux. Comme aux États-Unis, à cette époque-là, c'est encore pris au sérieux. C'est vraiment plus tard, sur toute l'opération de désinformation dont je parlais tout à l'heure, qui avait été en gros commandée par la CIA au travers du panel Robertson. Ça va prendre du temps avant que, malgré tout, une nouvelle génération se forge vraiment une image ridicule sur le sujet. À l'époque, en France, c'est traité très sérieusement. Comme je vous disais, des députés posent des questions qui sont légitimes. En fait, on a toute la population qui rapporte voir ça. Et encore une fois, c'est pas que en France à ce moment-là, c'est chez les voisins aussi. En Italie, on a énormément d'observations exactement du même type qui sont faites. Et on a même des observations de masse. Pour ne citer qu'elles, on a un match de foot qui est interrompu à Florence en 54 à cause de, en gros, on va les appeler des soucoupes, parce que c'était le terme de l'époque, des soucoupes qui sont au-dessus du stade. Le match est interrompu, les joueurs s'arrêtent de jouer, tout le monde fixe les objets dans le ciel. On a des témoins qui nous racontent encore ces choses-là aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on a des archives, il faut aller les voir. Il n'y a pas de photos? Il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos, c'est pas un match de foot, je crois, d'une très grande équipe, c'est peut-être des Division 2 ou un truc comme ça de l'époque. Les gens, c'est en 54, on n'a pas forcément d'appareil photo sur nous à cette époque-là. Il n'y a pas d'iPhone en 54? Il n'y a pas d'iPhone en 54 que je sache, donc non, c'est... Mais par contre, on a la presse qui en parle dès le lendemain, qui dit avoir vu une soucoupe au-dessus du stade, et on a des milliers de supporters qui témoigneront avoir vu ces objets-là, quoi. Je fais un petit saut théorique. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui pourquoi il y a eu une vague dans ces années-là? C'est quoi les théories là-dessus? On n'a pas de théorie là-dessus. On peut juste observer, et ça, c'est quelque chose qui est assez important, c'est ce principe de vague. C'est vrai que il semble que le phénomène apparaisse par vague, localement, sur la planète, puis ensuite, c'est le principe du coup d'une vague, passe, et ensuite va revenir, et ensuite finit par repasser. Et donc ça, il y a évidemment des gens qui ont travaillé sur la question, qui ont étudié ces pics à travers dans le monde, etc., qui arrivent à trouver des genres de patterns, etc., entre ces vagues, et qui essaient de tirer éventuellement des théories sur pour quelles raisons le phénomène semble procéder avec un genre de pattern de vagues. Est-ce que c'est à dessein ou pas? Ou est-ce que c'est juste... moi, vu que je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le truc. Je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est juste du hasard? Bon, il semble quand même qu'il y ait une forme d'intention. Une forme d'intention. Je n'ai pas envie d'aller plus loin que ça, mais sur le fait qu'on va opérer localement et dans le temps
assez chirurgicalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. On va revenir là-dessus après, Simon. Je reviens du coup sur la chronologie des événements. Donc, on voyage entre les États-Unis et la France. Vous disiez tout à l'heure que l'institution semble en tout cas, il y a une vague de désinformation ou de ridiculisation du phénomène aux États-Unis et puis qui va arriver aussi en France. Donc, on a l'impression que il y a plus. On était tout à l'heure sur le projet Blue Book. Ça s'arrête, c'est-à-dire que l'armée officiellement et officieusement arrête de s'emparer de ces sujets-là. Blue Book, en fait, ça intervient. Donc, on retraverse l'Atlantique, effectivement, suite à la vague d'observation de 52, notamment le carrousel de Washington au-dessus du Capitole, etc. On a cette conférence de presse. On a quand même du militaire qui commence à dire qu'il se passe quelque chose, qu'on voit des choses qui sont spéciales, etc. Donc là, le projet Grudge, qui était un peu sur la retenue, n'a plus trop lieu d'être, et donc on va avoir un projet donc, qui s'appellera Blue Book, et qui va durer de 52 à 69. Okay. Donc là, c'est quand même un bon paquet d'années, avec énormément d'informations qu'on va retrouver dans les archives plus tard, sur les observations qui sont faites, quoi. On sait aujourd'hui, aussi grâce à des documents déclassifiés, qu'on avait des directives de l'US Air Force qui demandaient à ce que tous les... en fait, que des témoignages les plus étranges passent d'abord par sa validation, si vous voulez. Donc en fait, il y a des choses qu'on ne va pas retrouver dans Blue Book. On sait qu'il y a eu une forme de retenue quand même sur certains documents, sur certaines observations qui ont été faites, et on sait qu'en parallèle de Blue Book, il y avait sans doute, et c'est les documents qu'on a aujourd'hui qui le disent, une autre démarche, un petit peu beaucoup plus opaque, complètement opaque, sur l'étude du phénomène. On se demande vraiment ce qu'il y a sur ces choses-là, puisque rien qu'en lisant les archives Blue Book, on est sur du témoignage complètement spectaculaire, quoi. Pourquoi le Blue Book s'arrête, du coup ? Pourquoi Blue Book s'arrête ? Parce que l'Air Force demande à ce que ça s'arrête. On le sait parce que on va commander un rapport et on va demander à une université prestigieuse, si possible des scientifiques prestigieux, de faire ce rapport sur la base des archives Blue Book, enfin de tout ce qui a été étudié par le programme à l'époque. Il se trouve que c'est un scientifique de l'époque qui s'appelle Edward Condon, qui est de l'Université du Colorado, qui est un grand sceptique sur le sujet, et on va lui demander de faire une étude objective, un très gros sceptique, et de monter un panel de gens autour de lui pour tirer des conclusions et voir si ça vaut le coup qu'on continue d'étudier ou non. Bon, vous voyez où je veux en venir. Si je me permets ce sarcasme, c'est parce qu'on sait aujourd'hui aussi que l'étude était biaisée. Hein, on a des documents qui sont déclassifiés à ce jour, dont un document très célèbre qui est le mémorandum de Robert Lowe. Et en fait, Robert Lowe, c'était quelqu'un qui faisait partie du panel avec Edward Condon, et dans lequel il est écrit aussi noir sur blanc que l'astuce, ce serait d'essayer plutôt que de décrédibiliser les observations, parce qu'en fait, on ne peut pas le faire. Lorsqu'on lit les archives Blue Book, les faits sont là, les observations sont ce qu'elles sont corroborées par des centaines, voire des milliers de personnes dans les archives. Ils ne peuvent pas taper vraiment sur ce matériel-là, mais ils décident de taper sur les gens qui font. On décrédibilise les personnes. Voilà, exactement. Et on utilise des méthodes pour réussir à décrédibiliser le sujet sans vraiment essayer de démontrer qu'il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, la conclusion du rapport Condon ne dit pas que les ovnis n'existent pas. Ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire parce que c'est factuellement en dehors de ce qui est rapporté, largement en dehors. Et donc, on va dire que les ovnis ne représentent pas un intérêt pour la science ni une menace pour la sécurité nationale. C'est ça, en fait, la conclusion du rapport. Et il est en contradiction totale
avec l'ensemble des documents qui sont là, mais vraiment total. C'est-à-dire qu'on va lire l'ensemble des archives Blue Book. Moi-même, je ne l'ai pas fait, évidemment. On parle de dizaines de milliers de pages, mais j'en ai lu quand même un paquet, les plus célèbres, etc. On lit ça, et d'ailleurs, on va voir on lit la conclusion. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, au sein même du panel, il y a eu énormément de désaccords. Il y a des personnes qui se sont fait virer en cours de route, etc. Parce que... il y avait des voix dissidentes. Il y a des voix dissidentes, évidemment, parce qu'il y avait quand même des scientifiques qui étaient de bonne foi et qui pratiquaient de la vraie science et qui vont suivre les faits là où ils vont. Et en fait, les faits n'allaient pas à la conclusion qui était faite par le panel à la fin, par notamment Édouard Condon. Donc ce rapport s'appelle le rapport Condon. Il dit circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, on arrête Blue Book en 69. Donc le projet, il n'y a plus officiellement de projet institutionnel qui gère ces sujets-là. Par contre, est-ce que ça continue en sous-main ? Est-ce qu'on le sait, ça, aujourd'hui ? On sait que ça continue en sous-main, parce qu'il y a encore une archive déclassifiée. Et ça, c'est formidable, d'ailleurs. Ça dit en passant, c'est que tout ce qu'on raconte là et tout ce que moi, je me permets de raconter, comme je vous disais dans les épisodes que j'ai faits, c'est des choses qui sont factuelles. Et donc, à chaque fois, c'est documents à l'appui, déclassifiés à ce jour, parfois juste parce que ça fait suffisamment de temps, parfois parce qu'il y a eu des demandes de déclassification via ce qu'ils appellent le FOIA, donc le Freedom of Information Act, là-bas, qui est en gros un processus qui permet de demander à son gouvernement tout un tas d'éléments, type archives, sur certains sujets. Bon, on accepte ou pas, et il se trouve qu'il y en a plein qui ont été acceptés. Et donc, en fait, on sait aujourd'hui comment s'est comportée l'armée, notamment vis-à-vis du sujet. Et donc, on a un mémo qui s'appelle le mémorandum Bolender, qui dit, en gros, noir sur blanc, Blue Book, ça s'arrête, mais les gars, évidemment, tous les rapports, vous me les envoyez, et puis on fait ce qu'on a à faire. Ne serait-ce que pour la sécurité nationale, de toute façon. Mais de toute manière, c'est absurde de dire que ça ne présente pas un risque potentiel pour la sécurité nationale, puisqu'on parle d'objets qui se déplacent impunément, dans des espaces qui sont donc protégés. Là, si on parle juste des Américains, c'est leur espace aérien, et qui se comportent de façon complètement spectaculaire par rapport à ce que eux-mêmes sont capables de faire à l'époque. Donc, dire que ça ne représente pas un risque, c'est évidemment faux, ils le savent, et donc eux, leur devoir, c'est de malgré tout continuer à collecter les informations. Donc ça continue en sous-main. On parle d'espace aérien. Est-ce que la question navale est déjà à ce moment-là à l'ordre du jour ? Est-ce qu'il y a des observations qui sont faites aussi dans l'eau, dans les océans ? Ouais, on a pas mal de journaux de bord de l'US Navy, mais pas que, même de toute opération maritime, navires marchands, etc., qui sont aujourd'hui disponibles, qui consignent des observations d'objets de ce type-là, de boules lumineuses, d'objets qui sortent de l'eau, d'objets qui rentrent dans l'eau. Voilà, ça, on en a beaucoup. Il se trouve que l'US Air Force et l'US Navy, de ma compréhension, en tout cas, c'est pas les meilleurs copains du monde non plus. C'est-à-dire qu'ils sont assez compartimentés. Et c'est-à-dire que l'attitude de l'US Air Force vis-à-vis du sujet est pas du tout la même que celle de l'US Navy. Et particulièrement aujourd'hui, on va y revenir, parce que c'est vraiment criant, en fait. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment l'un peut se comporter de cette façon-là quand l'autre se comporte d'une façon c'est pas les mêmes totalement maisons, en opposée. Ouais. Non. Et il semble que donc l'US Air Force ait vraiment un pied dans le... on sait qu'il a un pied dans l'étude du phénomène activement depuis donc au moins les années 40. Mais on comprend aussi qu'il y a énormément de choses secrètes et qui sont encore inconnues à ce jour, qui ont été faites par l'US Air Force notamment, en lien avec la CIA et en lien aussi avec le département de l'énergie aux États-Unis. Ça, c'est des choses aussi qu'on sait, que beaucoup de témoins rapportent. Et on a une genre d'hydre à trois têtes comme ça, qui gère de façon ultra secrète la question des PAN, des ovnis aux États-Unis. Et nous, en France, on en est où à ce moment-là ? Est-ce que le GEPAN a été créé ? Le GEPAN, il est créé pas longtemps après la fin de Blue Book, puisqu'il est créé en 77. Ouais. Il est créé en 77 pour plusieurs raisons. Qu'est-ce que c'est le GEPAN ? Est-ce que vous pouvez nous redire ? Oui, pardon. Alors, en gros, le GEPAN, c'est le groupe d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. D'accord ?
Il est créé en 1977 suite à un rapport de l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de défense nationale, sur la question des ovnis, des PAN. Est-ce qu'il y a sujet, est-ce qu'il n'y a pas sujet? Toujours en écho à ce qui se passe aussi aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, on est bien au courant de ce qui se passe là-bas, on est au courant qu'on a eu nos propres vagues, et qu'en plus, à ce moment-là, on est en train de vivre une seconde vague en France. Donc on a un rapport qui est demandé sur le sujet, on a une vague d'observation qui est faite en France massivement, encore une fois, avec un pic en 1974, et on a quelqu'un qui s'appelle Claude Poher, qui est un scientifique et qui va vraiment tirer la locomotive pour réussir à créer donc le GEPAN. Et pour revenir rapidement à cette vague d'observation en France, comme pour 54, des milliers de personnes voient des choses dans le ciel. On a une autre force de frappe à l'époque en termes de moyens de communication. On n'est plus dans les années 50. Cette fois, là, il y a la télé qui est un peu généralisée un petit peu partout, accessible. On a beaucoup plus de journaux. On a des photos en couleur. On peut faire un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire en 54. Et donc, c'est vrai que cette vague prend une toute autre ampleur. Et il y a un fait qui est important et marquant, c'est que donc on a un journaliste de France Inter qui s'appelle Jean-Claude Bourret, qui est aujourd'hui une des personnalités françaises les plus connues sur le sujet, qui lui est journaliste d'investigation et qui va forcément devoir traiter le sujet et va partir à la rencontre de personnes qui ont fait des observations. Et lui, il est complètement sceptique, ou en tout cas ignorant au sujet initialement, et en rencontrant toutes ces personnes, il va commencer à se dire « Waouh, c'est quand même affolant ce qu'il me raconte ». Et donc, certaines de ces émissions qui sont faites sur France Inter sont encore disponibles à ce jour. On peut les trouver, par exemple, sur YouTube. Il faut aller écouter ces observations. Ils disent quoi, les gens ? Dans le français de l'époque, etc. Enfin, vraiment, c'est génial. Ils disent... il y a énormément d'observations différentes, mais il y en a une qui me revient, par exemple. C'est une personne qui rentre de soirée avec un ami en voiture. Elle parle un français vraiment impeccable, avec... vraiment, ça a vraiment ce charme aussi de l'époque. On voit que c'est une femme qui est assez bourgeoise, qui emploie un très bon vocabulaire, etc. Et puis, d'un coup, explique. Donc, il rentre de cette soirée et qu'avec son ami en voiture, il voit un énorme objet au-dessus d'eux, qui ne comprennent pas ce que c'est, qui semble les suivre, etc. Il panique complètement. Il décide de s'arrêter, de sortir de la voiture. Le truc plane au-dessus d'eux. Je crois qu'il me semble qu'ils vont se cacher derrière un rocher. Il y a une énorme lumière ultra brillante, ultra immaculée, quoi, qui commence à inonder tout leur alentour. Et eux sont complètement terrifiés. Et elle regarde autour et elle voit que les animaux, eux, sont complètement normaux parce qu'elle voit des petits trucs comme ça. Et elle a un niveau de détail dans la façon dont elle raconte le truc. Je le fais très mal, malheureusement. Il faut aller les écouter. Mais c'est ce type d'observations qui sont rapportées, mais qui sont archétypales des observations qui sont généralement racontées par les témoins. C'est vraiment ce qu'on voit dans les films, c'est ce que les gens racontent initialement. Alors, où est l'œuf, où est la poule ? Où est l'œuf, où est la poule ? Non, mais ça, c'est une vraie question. Elle est légitime. On tente d'y répondre dans les épisodes que j'ai pu faire. Il semble quand même que les premières observations sont bien antérieures à Spielberg. Oui, à Spielberg notamment, ouais. Bien sûr. Et alors le GEPAN, donc, qui est un groupement qui travaille pour l'État français, il faut le redire. Comment il travaille justement sur ça, sur l'observation? Donc il récolte de la donnée d'observation des gens, mais pas que. Il y a de la data aussi, éco-radar ou autre. Comment ça travaille? C'est un groupe d'enquête en réalité. Donc ils vont récolter des témoignages. Il faut que ce soit des témoignages de première main, donc direct. On peut pas rapporter. J'ai mon frère, j'ai ma sœur, mon copain qui a vu telle chose, il n'ose pas vous dire. Non, il faut que ce soit vous qui ayez fait cette observation. Et on va, si c'est possible, faire une enquête sur les cas les plus étranges. Bon, ça c'est en gros comment on peut comprendre le GEPAN. Il faut comprendre que c'est un tout petit organe qui est rattaché au CNES, au Centre National d'Études Spatiales, pas à l'armée. C'est important de le noter quand on parlait des programmes d'enquête aux États-Unis qui étaient au sein de l'armée. Nous, c'est un Centre National d'Études Spatiales. C'est quand même pas la même chose.
On essaye d'enquêter sur le sujet en récoltant des témoignages. On va classer ces témoignages avec, en les catégorisant par niveau d'étrangeté, si vous voulez. Donc, on a les cas A qui sont des cas qui sont absolument pas étranges, qui sont expliqués. Donc, très souvent, c'est... Expliqué, classifié. Oui, ça, c'est très souvent, c'est un avion vu d'une façon, qu'on n'a pas l'habitude de le voir, ou alors des un phénomène atmosphérique. Un phénomène atmosphérique un petit peu étrange, inconnu. Enfin, pas inconnu, mais genre pas connu de la personne qui le rapporte. Il y a beaucoup d'histoires de lanternes thaïlandaises, ce genre de choses. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup Starlink qui est responsable de ces incompréhensions de la part des gens. Mais donc A, ensuite B, probablement expliqué. C, c'est non expliqué, mais on n'a pas assez d'éléments pour vraiment statuer sur le fait que c'est vraiment... qu'on puisse tout évacuer, toute explication. Vraiment étrange, justement. c'est ça. Donc C, c'est par manque d'information, mais c'est quand même inexpliqué. Et D, c'est par manque... c'est pas par manque d'information, pardon, c'est inexpliqué malgré les informations qu'on estime suffisantes pour enquêter sur le sujet. Les points D, c'est combien de pourcents ? C'est un très faible pourcentage. Je crois qu'on est autour des 3%. Et si on ajoute les C, on est plus autour des 15%. Dans les phénomènes qui sont rapportés, qui sont inexpliqués. D'ailleurs, il faut aller lire aussi les C, parce que toutes les archives du GEPAN sont accessibles aujourd'hui. Vous allez sur le site internet, vous pouvez même chercher par catégorie, etc., par région. Si vous voulez voir autour de chez vous, tiens, est-ce qu'il y a un truc dans ma ville ou à côté ? Probablement. Alors, je ne sais pas garanti que ce soit un C ou un D, mais il y aura probablement des gens qui ont rapporté quelque chose. D'ailleurs, on estime que c'est 1 personne sur 100 qui rapporte son observation. Donc, ça en dit long sur... 1 personne sur 100 dans le monde rapporte quelque chose ? Oui, on estime environ que... que 1 personne sur 100 qui a vu quelque chose va rapporter son information. C'est-à-dire va être comptabilisée dans les statistiques. C'est-à-dire que ce qu'on sait aujourd'hui est largement dévalué par rapport au nombre d'observations réelles. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, il faut aller consulter ça, parce que même parmi les C, on évacue souvent celle-ci comme si, en disant que ce n'est pas réellement des cas étranges. Il faut aller lire les rapports. Il y a des choses qui sont vraiment surprenantes. Une question personnelle, d'ailleurs, vous qui avez pris le temps d'aller lire ça. Est-ce qu'il y a un cas qui vous a marqué plus que d'autres là-dedans, justement, dans les archives du GEPAN ? Dans les archives du GEPAN, il y en a pas mal qui sont intéressantes. Moi, c'est peut-être parce qu'en ce moment, je suis pas mal plongé dedans, mais il y a une forme d'engin qui est observée partout dans le monde, qui est une forme d'engin triangulaire. Il se trouve qu'en France, on a pas mal d'observations de triangles qui sont faits. Et donc, c'est vrai que dernièrement, je suis allé voir un petit peu, essayer de retrouver parmi toutes les archives celles qui décrivaient des objets triangulaires. Il y en a pas mal. Et j'en ai pas... Dans les années 70 ? Non, tout confondu. Ça remonte aux années 90, comme dans les années 80. Depuis à la création, en fait, du GEPAN. Ouais. Mais par contre, le GEPAN est créé en 77, mais va aussi consigner des archives qui sont antérieures. Ouais. D'accord. Oui, on retrouve des choses qui remontent aux années 50, notamment années 54, etc. quoi. Donc des objets célestes. Des mocs. Ouais. Je reprends notre fil conducteur sur l'histoire des pans et le traitement des institutions. Là, donc on retourne un petit peu outre-Atlantique aux États-Unis. Années 80, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte qui commencent à sortir du bois, comme Bob Lazar, Dan Burrish. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à nos auditeurs, auditrices, qui sont ces personnes ? Pourquoi ils sortent du bois ? À une époque, justement, où il semble y avoir une disparition institutionnelle du traitement du sujet. C'est peut-être justement pour ça qu'ils sortent du bois, parce qu'il semble que le gouvernement, que l'armée, en tout cas en apparence, ne fasse pas le travail nécessaire pour ramener cette information au grand public. Et donc, si on estime que c'est ce qui se passe, on va essayer nous-mêmes de rapporter l'information. Quand je dis nous-mêmes, je me considère là comme étant lanceur d'alerte. Je me dis, personne ne le fait, je vais le faire. C'est ce qui semble motiver ces gens-là à l'époque. Et c'est vrai qu'on a, dans les années 80, mais même 90, pas mal de profils comme ceux-là. Le premier, en tout cas celui qui a le plus retenu l'attention,
c'est celui de Bob Lazar. C'est qui Bob Lazar? Bob Lazar, c'est... Alors, avant toute chose... Attention, warning. Nous parlons de Bob Lazar. Hein. Non, mais... On parlait de ma ligne éditoriale tout à l'heure. Ouais. On parlait du fait que j'essayais d'à chaque fois rapporter des informations qui étaient étoffées d'un certain nombre d'éléments à l'appui. Là, on parle de gens qui arrivent sans éléments. Qui arrivent avec leur propre histoire, leur propre témoignage, mais qui sont invérifiables. Ça pose question. Ça pose question. Je dis pas qu'il faut pas aller écouter ces gens-là, parce que leurs histoires sont fascinantes. Au pire, ça fait une bonne histoire. Je dis juste qu'il faut les prendre avec beaucoup de prudence, et particulièrement certains témoignages plutôt que d'autres. Voilà. Alors, qui est Bob Lazar? Bob Lazar, c'est quelqu'un qui va être introduit à un journaliste de l'époque qui s'appelle George Knapp. Et je dis de l'époque, mais il est encore de ce monde et encore tout à fait actif vis-à-vis du sujet. On en parlera un peu plus tard. Et donc, il est introduit par quelqu'un qui s'appelle John Lear. Et John Lear, c'est un pilote d'essai. C'est un pilote d'essai exceptionnel, d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un qui... a une grande connaissance de l'aéronautique, de l'aviation, etc. Pilote pour l'armée. Mais pas que, aussi pilote civil, etc. Il a piloté des centaines d'avions, fait des établis d'air corps, machin. Enfin, voilà, un grand pilote d'essai, qui est quelqu'un de respecté, etc., qui vient d'une plutôt bonne famille, je crois, d'une grosse boîte américaine dans l'aviation. Et donc lui arrive, pour le coup, c'est peut-être lui le premier vrai lanceur d'alerte, il arrive en interview en disant tout un tas de choses qui sont celles qu'on connaît encore un petit peu aujourd'hui, d'histoires de les ovnis sont effectivement des engins issus de technologies non humaines, il y a plusieurs espèces, etc. Bon, il arrive avec un tas de choses, il arrive avec des documents mais dont on peut pas trop vérifier leur authenticité, et cette personne-là dira, pour appuyer son propre témoignage, qu'il connaît quelqu'un qui travaille directement sur ces programmes secrets. Programmes secrets de rétro-ingénierie qui seraient faits sur des appareils récupérés par l'armée. En quelques mots, la rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie, c'est le principe de partir d'une technologie finie et puis de remonter le fil de cette technologie en la démontant, en gros, pour essayer de comprendre comment elle est fabriquée. Voilà. Donc vous prenez n'importe quel objet chez vous, vous essayez de le démonter et de revenir à la toute première pièce et essayer de le remonter à l'envers. En gros, c'est ça. Donc la rétro-ingénierie, dans le secteur ufologique, c'est l'idée qu'on aurait récupéré des vaisseaux, typiquement Roswell, ou des entités. Alors, faire de la rétro-ingénierie sur des entités, ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, pour en rester donc à l'appareil, on va dire à l'engin, à la façon dont il va se propulser, etc. On parlait tout à l'heure de comportement de déplacement qui était vraiment incompatible avec ce que nous, on est capable de faire aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment cette technologie est capable de le faire. Donc ça, sur le papier, c'est la rétro-ingénierie. Et John Lear parle de tous ces programmes-là et dit connaître quelqu'un qui bosse là-dessus. Qui bosse directement sur une soucoupe, quoi. Dans un programme secret, on imagine. Dans un programme secret. Et donc, ce fameux quelqu'un... Cette fameuse personne, c'est Bob Lazar. Qui serait quoi au départ, lui ? Bob Lazar, lui, c'est un scientifique, un peu autodidacte, mais bon, pas que, parce que je crois qu'il est allé à Caltech, etc. Mais c'est ce genre de scientifique un peu génial qui fabrique en gros des moteurs d'avion dans son garage, quoi. Ouais, c'est ingénieur un petit peu en fait au départ. Oui, c'est ça. Donc, qui est un peu touche à tout, vraiment brillant dans son secteur, quoi. Et qui à l'époque était je pense une sorte d'esprit un petit peu libre, en tout cas c'est comme ça qu'il est décrit, qui pratiquait une science un petit peu out of the box, quoi. Et que ce serait peut-être pour ça qu'il aurait été recruté pour travailler prétendument sur ces objets prétendument récupérés. Et donc il témoigne une première fois à visage masqué. Auprès de George Knapp ? Ouais, je crois que c'était auprès de... Oui, c'est sûr. De George Knapp. Premier témoignage, donc on peut pas voir son visage, il dit un certain nombre de choses. Il dit quoi ? Il dit travailler sur ces objets-là, il parle d'une base secrète,
Il parle d'un hangar particulier dans lequel il travaillait, Où ça ? etc. Dans le Nevada, la zone 51, qu'on connaît bien aujourd'hui. Il parle d'un hangar, donc le hangar S4. Voilà, tout un tas de choses assez précises. Et plus tard, en fait, il expliquera qu'il a reçu énormément de menaces suite à ces témoignages-là et que se montrer ensuite à visage découvert, c'est une façon de se protéger aussi. Et donc, il va nous raconter ce qu'il faisait là-bas et donc son travail là-bas. C'était de se rendre sur cette zone secrète, zone 51, dans ce hangar-là, qui était, lui, le seul auquel il avait accès, pour travailler sur un engin récupéré, qui est ni plus ni moins une soucoupe, qu'il appelle le Sport Model, parce que je crois que ces lignes étaient un petit peu sport, quoi. Bon, je dis ça en rigolant, mais c'est un témoignage qui pose plein de questions parce que il apporte des choses qui sont secrètes à l'époque, complètement inconnues de tout le monde, même de la grande majorité des militaires, etc., qui sont connus que par les personnes qui travaillent sur la base, etc. La zone 51 n'est pas connue à l'époque. Ouais, d'accord. C'est lui, en fait, au travers de son témoignage, qui va parler de cet endroit-là, qui va le montrer sur une carte, etc. Et il se trouve que plus tard, on va reconnaître l'existence de cette base à cet endroit-là. Qui est avéré aujourd'hui. Oui, largement. Et c'est largement dû à son témoignage. Elle aurait pu être restée secrète beaucoup plus longtemps. Et lui nous parle de cette base, et si tout est faux, on ne sait pas bien comment il connaît l'existence de cette base. Ça n'a pas de sens. Bon. Il va rapporter un certain nombre de manipulations qu'il a fait au cours de ses recherches, qui l'ont mené à étudier une molécule très précise, qui est un élément qu'il appelle l'élément 115, qui est j'ai pas envie de dire de bêtises, mais une molécule ou un assemblage peut-être de molécules qui sera découvert réellement plus tard, mais qui ne l'était pas à l'époque, quoi. Donc comment c'est possible que ce gars-là nous parle de quelque chose qui était inconnu, encore une fois, et qui le sera ensuite. Tout un tas de choses comme ça, il y a aussi des façons de s'identifier dans la base, reconnaissance digitale, etc., d'objets qui n'existaient pas encore à l'époque, qui ensuite vont voir le jour. Enfin, il parle de plein de choses comme ça qui nous font dire, en plus de la consistance de son témoignage, qu'il est vraiment possible que ce mec-là ait bossé sur cette base. Et on est d'accord que Simon, Bob Lazar est controversé parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas amener la preuve. Il n'y a pas de preuve sur le fait qu'il ait vraiment travaillé là-bas. Non. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont témoigné en disant, des hauts gradés qui ont dit oui, j'ai croisé Bob dans les couloirs de la RA-52. Voilà. C'est bien pour ça que je mettais les gros warnings au début, tout comme pour John Lear. Bob Lazar, personne n'a corroboré son témoignage. Il y a plusieurs choses qui sont troublantes, comme je le disais, qui semblent nous dire qu'il avait quand même une connaissance de ce lieu-là. Ouais. Enfin, c'est certain, je veux dire, on ne peut pas, soyons raisonnables, on ne peut pas se dire qu'il a deviné l'existence d'une des bases les plus secrètes au monde, la façon dont on l'appelle et sa localisation sur une carte. Il y a un moment, il avait une connaissance quand même de ce truc-là. Donc, est-ce que c'est d'une façon complètement différente ? Est-ce que c'est un agent de désinformation ? Est-ce qu'il est au courant de choses Ça pourrait être un agent de désinformation, pourquoi pas. Il aurait pu récupérer des informations d'une autre façon et il s'est dit qu'il allait inventer toute une histoire de soucoupe. Évidemment, on est en droit de... Moi-même, j'ai aucune idée, franchement. Et c'est des témoignages que je connais, mais que je n'intègre pas dans les éléments qui sont pour moi acquis à ce jour. Bon, après, s'il passait en France, peut-être que vous l'inviteriez dans les Ah, si on en avait un de ce type en France, volontiers. Cela dit, c'est une vraie question. Cela dit, bon, est-ce qu'il faudrait vraiment le faire, déontologiquement parlant est-ce que son propre témoignage, c'est suffisant à voir ? Il pose question, en tout cas, ça c'est sûr. Et vous parliez de Dan Burrish. J'allais venir sur Dan Burrish. Qui est-ce ? Dan Burrish, je suis encore moins client, pour être honnête, parce que lui, il arrive avec une très belle histoire. Hein, donc lui, donc Bob Lazar, il travaille sur une soucoupe. Dan Burrish, il parle à un extraterrestre. Voilà, on va clairement dire les choses. Et on va pas tourner autour du pot. C'est ce qu'il raconte. Attendez, Dan Burrish, il est censé avoir quel diplôme ? Je sais même plus.
Je sais plus. Peut-être que vous savez. Ouais, il est biologiste à la base. Biologiste. Non. C'est vraiment pas un des cas que j'ai le plus creusé parce que pour moi, il arrive vraiment avec uniquement une histoire. Quand Bob Lazar arrive avec des détails qui ensuite sont vérifiés, Dan Murich, on peut vraiment rien vérifier, quoi. Ou alors peut-être que vous savez des trucs que j'ignore, mais... Pas du tout. Ok. Non, je sais qu'il est très controversé aussi et qu'il affirme effectivement avoir eu une longue liaison, un rapport avec une entité extraterrestre. Ouais, c'est ce qu'il dit, mais... Donc une entité qui aurait été capturée, maintenue en vie, et lui était censé l'étudier, et il aurait développé un métalangage avec lui, etc. Mais aujourd'hui, Dan Murich... on ne peut pas dire... On ne peut pas dire qu'on en sache beaucoup plus. Je crois qu'on sait que son témoignage a quand même un petit peu évolué aussi avec le temps. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut auquel il faut vraiment faire attention avec ce type de témoignage-là. C'est sur la longueur. Est-ce qu'il est consistant ou non ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Les témoignages qui s'avèrent être faux, qui sont débunkés par la suite, etc., on s'aperçoit souvent que le témoignage a évolué au cours du temps. Bob Lazar, par exemple, son témoignage n'a jamais évolué. Dan Murich, il a parlé avec un extraterrestre. Je crois que moi, personnellement, je ne peux pas dire beaucoup plus que ça, toujours parce que c'est une belle histoire, mais qu'on ne peut absolument pas corroborer et qui, pour moi, du coup, n'a pas de valeur dans l'étude concrète du sujet. On ne fait pas forcément de la science, là. Moi, je fais un travail documentaire, mais il faut qu'il puisse être documenté. Lui, il ne m'apporte rien. Est-ce que, ceci étant, ces lanceurs d'alerte ont fait avancer le débat et ont eu le mérite peut-être de le remettre sur la place publique ? Bob Lazar, ouais. Bob Lazar, oui, mais il a provoqué les deux extrêmes. Il a provoqué à la fois, évidemment, une très grosse émulation chez ce qu'on appelle les croyants, voilà, j'en étais sûr, Roswell et compagnie, etc. Enfin voilà, il y a eu toute cette effervescence autour de Bob Lazar. Et puis derrière, c'était aussi du pain béni pour les sceptiques parce que, mais qui c'est ce guignol à lunettes qui nous dit qu'il travaille dans une base déserte et qui n'apporte aucune preuve, et regardez tous les autres en face comme ils s'excitent. Enfin voilà. Et en fait, c'est parfait pour les deux, en fait. C'est pour les deux bords du sujet. L'affaire Bob Lazar, c'est vraiment quelque chose qui va cristalliser le meilleur comme le pire. C'est pour ça qu'on ne sait pas finalement si c'est pas potentiellement non plus quelqu'un qui est là pour servir de la désinformation. Ça fait partie des théories. Oui, tout à fait. Bien sûr, ça fait partie des théories. Donc, à quelle fin ? Brouiller le message donc à destination des Américains ou à destination du reste du monde. On peut supposer plein de choses. Et alors, qu'est-ce qui se passe chez nous, justement, à cette période-là ? Dans les années 80, en France et ailleurs aussi, qu'est-ce qui se passe ? Dans les années 80, en France, on a toujours le GEPAN qui est actif. Il y a moins de témoignages. Donc, on sort d'une grosse vague en 74, comme je disais, 73, 74, 75. Mais ensuite, ça retombe. Toujours ce même process de vague dont je parlais plus tôt, qui, du coup, forcément, ne joue pas en la faveur d'un traitement continu, régulier et suffisant sur le sujet. S'il faut attendre à chaque fois 20 ans pour qu'il y ait une autre vague qui se produise, on a toute une génération de gens qui sont les gens qui sont aptes à faire connaître ce sujet. Je pense par exemple aux journalistes, à nos médias, etc. Bon, si eux ne sont pas sensibilisés au cours de leur parcours sur la question, ils ne vont pas en parler d'eux-mêmes, quoi. Voilà, s'il y avait des vagues tous les 5 ans, ce serait plus simple. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, 74, c'est la dernière grande vague en France. On a quelque chose quand même qui se produit et qui est assez extraordinaire en 89, 90. D'abord en Belgique. Et en Belgique, on a en novembre 89 le début d'une très grosse vague qui est très célèbre dans le monde et qui est justement une vague de ces fameux triangles dont je parlais, où là, on a dans la région d'Eupen en Belgique des dizaines de témoins qui rapportent le passage d'un objet triangulaire massif
Massif comment On parle d'une trentaine de mètres, mais assez bas, en fait. Donc, il apparaît massif aussi. Enfin, il faut imaginer quelque chose de 30 mètres qui passe à 100 mètres au-dessus de sa tête. C'est très gros. Et cette nuit-là, donc, c'est pas des ivrognes qui sortent du bar qui racontent ça, sinon je vous en parlerai pas. Ce sont des dizaines de témoins sur plusieurs kilomètres qui sont tous sur cette ligne-là du passage de ce supposé engin. Et on a des gendarmes, plusieurs qui sont en patrouille, qui vont suivre l'objet, qui rapportent exactement la même observation que les personnes qui, eux, se situent à plusieurs kilomètres en amont ou en aval de ce chemin-là. Voilà, tout corrobore. La gendarmerie et le standard est complètement saturé d'appels. Et ce soir-là, c'est évident qu'il s'est vraiment passé quelque chose. On ne peut pas parler de phénomènes psychosociologiques sur plusieurs ce type d'observation-là, avant même que la presse ait pu relayer l'information. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'un contre-argument des sceptiques. Mais regardez, tout le monde s'enflamme parce qu'on en parle dans la presse. Si vous voulez. Et dans ce cas-là, on ne touche pas à toutes les observations qui ont lieu après publication dans les médias de l'observation. Mais qu'en est-il de l'observation initiale ? Qu'en est-il de celle de Kenneth Arnold ? Qu'en est-il du carrousel de Washington ? Qu'en est-il de toutes ces grandes observations, et donc y compris cette nuit-là à Eupen en novembre, où des dizaines de témoins rapportent le passage de ce triangle. Bon. Et ça, on l'a pas débunké. Ça, on n'a pas trouvé d'explication. Non, pas du tout. Ouais. Non seulement c'est pas débunké, mais en plus, ça crée un tel remue-ménage, j'ai envie d'employer cette expression, partout en Belgique, que l'armée est obligée de s'emparer du sujet, qu'on a un colonel, le colonel de Brouwer, qui est nommé à la tête de cette investigation sur la vague, et qui donc est très vigilant à toute nouvelle incursion d'objets de ce type-là, en tout cas d'objets dont on ne sait pas bien ce qu'ils font là. Un soir, on rapporte des observations, et du coup, ce colonel va envoyer des chasseurs, des F-16 à l'époque, qui vont prendre en chasse un de ces objets et qui vont réussir à capturer au radar. Et encore une fois, ça c'est très important, j'en parlais tout à l'heure, parce que voilà, avec ce sujet-là, ce qu'il faut, c'est essayer au maximum d'avoir des observations qui sont multisenseurs. Et donc, dès lors qu'on a quelque chose qui est observé au sol par plusieurs témoins et ensuite corroboré par un éco-radar ou plusieurs éco-radars, on commence à avoir un cas qui est vraiment consistant. Il se trouve que les F-16 arrivent à capter ça, et que les F-16 et que les données que du radar des F-16 rapportent sont complètement incohérentes, parce qu'ils montrent des chutes d'altitude qui sont absolument impossibles à faire avec des appareils conventionnels, quoi, et qui sont qui représentent des accélérations de plusieurs G qu'aucun humain n'est capable d'encaisser a priori, quoi. Et alors comment l'État gère à ce moment-là on leur demande, j'imagine, une prise de position. La prise de position, c'est la réaction déjà de l'armée qui s'empare vraiment du sujet, qui, comme je vous dis, envoie des engins, ils ont une attitude qui est vraiment transparente vis-à-vis de la population. Okay. Ça, c'est un peu une nouveauté quand même, parce que c'est une grosse vague d'observation. Enfin, je dis une nouveauté, finalement, dans les années 50, etc., aux États-Unis, il y a eu ça aussi quand même. Mais donc là, il y a des conférences de presse qui sont organisées. Tout ça est disponible sur Internet pour vos auditeurs. Ils peuvent aller voir. On raconte ce qu'on voit. Et l'armée fait quelque chose de très intelligent à l'époque, c'est qu'elle va s'associer à la SOBEPS, qui est l'équivalent du GEPAN, mais qui est civil. Enfin, pas qui est civil, je veux dire qui est indépendant. Ok. Mais c'est un groupe de chercheurs passionnés sur le sujet, qui ont une grande connaissance du sujet, qui ont des ressources aussi pour aller enquêter, etc. Et donc, en fait, il va y avoir vraiment un main dans la main entre l'armée et la SOBEPS sur l'étude de ce sujet-là. Pour ceux qui aimeraient étudier l'affaire, la SOBEPS a sorti le compte-rendu de son enquête sur la fameuse vague 89-90 belge. C'est un pavé comme ça, mais qui est délicieux, quoi. Simon, nous revenons d'une petite pause technique.
Vous étiez en train de nous parler de la vague belge. Ouais. Et vous nous avez évoqué en off d'autres événements qui se sont produits juste après. Est-ce que ça vous dit de nous en reparler ? Bah oui, bien sûr, parce que ça touche vraiment au territoire français pour le coup. Et on connaît très bien cette vague belge. Enfin, on connaît très bien ceux qui s'intéressent au sujet, sur tout ce qui s'est passé en Europe, de ce côté-là de l'Atlantique. La vague belge, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est connu comme étant un des cas les plus forts, largement étudié, etc., comme je disais. Mais en France, 1 an plus tard, quasiment jour pour jour, je crois, parce que c'est aussi en novembre, c'est le 5 novembre 1990, on a une observation de masse qui est faite autour de 19h. Où ça ? Partout sur le territoire. Alors, elle pose un petit problème, cette vague, parce qu'en fait, il semble qu'il y ait eu un double événement. En gros, on a des milliers de personnes qui rapportent avoir vu quelque chose dans le ciel, qui rapportent avoir vu des lumières, parfois triangulaires, etc. Après, on verra, il y a d'autres observations qui sont faites qui sont beaucoup plus précises que ça, mais d'abord, un petit peu les premiers éléments d'infos qu'on a là-dessus, c'est ça, quoi, une structure un peu triangulaire qui se serait baladée dans le ciel, etc. Et des gens qui donnent à peu près tous une direction, une trajectoire de ce phénomène observé. Alors ça sort dans la presse, etc. Ça passe aux informations. Beaucoup de gens en parlent le lendemain, le surlendemain, etc. Et quelques jours plus tard, on trouve une explication qui fonctionne tout à fait avec une grande majorité d'observations, qui est celle de la rentrée atmosphérique d'un étage d'une fusée Proton. Okay. Une fusée envoyée par les Russes. Et en fait, il se trouve que de temps en temps, lorsque des objets physiques que nous, on envoie dans l'espace rentrent dans l'atmosphère, ils vont brûler et ça va créer des phénomènes lumineux qui sont très visibles. Et pour n'importe qui connaît pas forcément le domaine du spatial, c'est hautement étrange comme observation. Mais ça a été visible pas forcément qu'en France. Et ça aurait pu être vu ailleurs. Ça l'a sans doute été chez nos voisins les plus proches. Mais de ce que je comprends, ça a suivi une certaine trajectoire, ça a duré à peine 2 minutes et c'était quand même localisé au-dessus du territoire français. D'accord. Donc c'est pour ça que dans plein d'endroits du territoire, on l'a observé. Ouais, c'est pour ça que c'est observé, que d'ailleurs les observations qui sont apportées, qui valent pour cette rentrée atmosphérique-là, suivent exactement cette trajectoire et à l'horaire, et sont faites à l'horaire précise de la rentrée atmosphérique. Ok. Donc c'est débunké. Il n'y a aucun doute que la très grande majorité de ces observations soit due à cette rentrée atmosphérique. Mais, évidemment, j'en parlerai pas s'il n'y avait pas de mais, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui rapportent avoir vu des choses qui ne sont pas du tout, ou en tout cas a priori, ne sont pas du tout à imputer à cette rentrée atmosphérique, puisque eux décrivent des objets triangulaires, bien physiques, cachant les étoiles, donc a priori, on parle vraiment d'une matière qui est là et qui nous empêche de voir ce qu'il y a au-dessus. Des gens qui sont plusieurs à raconter voir cet objet-là avec des genres de phares lumineux qui éclairent le sol. Par ailleurs, c'est des choses qu'on avait aussi durant la vague belge, le même type d'observation qui était rapporté. Et donc ça, on en a pas mal en France. Moi, j'en ai lu personnellement des dizaines d'observations de ce type-là, à plusieurs endroits, qui sont pas exactement à la bonne heure, et surtout qui ne vont pas non plus du tout dans la bonne direction par rapport à la rentrée atmosphérique. Une rentrée atmosphérique, ça va suivre une trajectoire d'un point A à un point B, ça va pas faire de zigzag, etc. Bon, là, il se trouve que ces objets-là ont une trajectoire différente, vont faire des virages, etc. et sont beaucoup, beaucoup trop bas par rapport à la zone d'horizon, si vous voulez, par rapport au niveau de la mer, pour être une rentrée atmosphérique. Ok, donc par contre, pour le néophyte, c'est vrai que c'est surprenant que ça arrive en même temps. C'est presque absurde. On se demande pourquoi. On se demande en fait, et moi-même, je me le demande, est-ce que du coup, ces personnes qui rapportent leurs observations les rapportent pas parce que dans un premier temps, la première observation a agité leur imagination et a fait qu'ils ont voulu raconter leur histoire. On ne peut pas exclure ça, évidemment. Seulement, quand on lit la précision des témoignages, quand on lit les témoignages qui sont faits par plusieurs personnes et rapportés du coup par plusieurs personnes qui étaient
en même temps, au même moment. Quand on lit et qu'on comprend les profils des gens, je me souviens de maires d'un village, par exemple, je me souviens de professeurs, enfin de gens qui sont a priori des gens qui ne sont pas forcément portés sur... et en même temps, pourquoi pas. Mais lorsqu'on lit en tout cas tous ces témoignages qui sont faits dans des villes différentes et qui sont espacés de plusieurs dizaines de kilomètres et des gens qui a priori ne se connaissent pas du tout et qui rapportent la même chose, on se demande comment c'est possible qu'on arrive au même résultat sur la description de l'objet, à moins qu'ils ne se soient eux-mêmes concertés avant dans une sorte de grand complot de voilà, on va dire, je sais pas, on va se cantonner à 10 témoins éparpillés qui ne se connaissaient pas avant, mais qui se sont dit, allez, on va faire une bonne blague. Ça reste un peu bizarre. J'exclus pas que ce soit possible, mais bon, on se demande comment. Mais par contre, ma question, c'est plus pourquoi. Enfin, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ce phénomène lumineux, sachant que ce n'est pas la même chose, les gens ne décrivent pas la même chose, mais pourquoi ça arrive en même temps? Si on part du principe qu'il y a vraiment eu des objets non identifiés observés dans le ciel, pourquoi ça arrive en même temps qu'un phénomène lumineux, il y a une fusée et l'atmosphère, Moi, je peux évidemment pas répondre à cette question. Oui. Mais est-ce qu'il y a des théories du GEPAN, même là-dessus? Ça dit quoi Non, fait et en fait, le problème aussi, c'est que le GEPAN n'a pas enquêté sur cette seconde partie de témoignage, puisqu'on a classé très rapidement ce phénomène à cette rentrée atmosphérique, et du coup, c'était plié. On avait notre réponse conventionnelle, rationnelle et rassurante, et dans ce cas-là, on n'est pas allé creuser derrière, puisque ça avait été débunké. Il y a d'autres enquêteurs, du coup, privés, qui sont allés rencontrer ces témoins-là, qui ont rapporté ces choses-là, et qui, eux, ont un petit peu réussi à faire vivre ces témoignages-là, mais c'est largement inconnu en France. Pourtant, les témoignages sont vraiment étonnants, quoi. Et là, il n'y a pas de données physiques, éco-radar là-dessus? On n'a pas, à ma connaissance, de données radar. On a quand même un général, le général Bruno Mignot, qui était en vol à bord d'un Transal, c'est un type d'avion, qui, avec son équipage, observe le même type de phénomène lumineux qui, a priori, ne correspond pas à une rentrée atmosphérique. C'est pas au bon endroit, c'est pas la bonne place la bonne position dans le ciel pour que ce soit ça. Ça semble avoir des bords finis, etc. Bon, c'est un général qui fait un rapport avec son équipage après son vol. Ça, c'est quand même un petit peu étonnant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne crois pas qu'on ait de données physiques de radar là-dessus. On a des vidéos. On a quelques vidéos qui montrent un genre de triangle. 3 points lumineux, mais assez distants dans le ciel. Mais j'ai une vidéo en tête. Bon, mystère encore sur cette affaire. Et je sais que c'est pas votre rôle, Simon, mais est-ce que je repose ma question est-ce qu'il y a une intentionnalité de ces phénomènes, de ces pans, à apparaître au moment où il y a une rentrée atmosphérique? On peut que... c'est une corrélation, quoi. En fait, c'est une corrélation. Donc, c'est soit une corrélation, soit la corrélation, hasard, elle est là. Mais enfin, la corrélation, elle est là si elle se répète. Et on n'a pas prouvé actuellement que ces phénomènes essayaient de camoufler leur présence en intervenant en simultané d'événements, que ce soit cosmiques, météorologiques ou de l'ordre de ce qu'on racontait plutôt sur les rentrées atmosphériques. Il ne semble pas qu'il y ait de pattern. Ça peut être juste une coïncidence, mais on peut se dire pourquoi pas. Ça se trouve, il y a une intentionnalité puisque l'objet savait ou les objets savaient qu'il allait avoir cette rentrée atmosphérique et que c'était le bon moment pour faire ce qu'ils avaient à faire. Mais on peut que donc on l'a pas réobservé ça ailleurs? Pas à ma connaissance. Ok. Après, des rentrées atmosphériques, il y en a plus qu'on ne le croit, des météorites, il y en a plus qu'on ne le croit aussi. C'est évident qu'il y a des jours où il se passe ça et où il y a aussi des observations qui sont faites d'OVNI. Tout ça nous amène dans les années 90, Simon. Années 90, période où il va y avoir aussi un événement très fort au Brésil. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Alors, là, on est à Hollywood d'un coup parce que c'est vraiment l'histoire de science-fiction presque par excellence. On a tous les éléments qu'il faut.
Il y a une vraie actualité sur ce cas-là de Varginha, donc qui est une ville au Brésil, en 96, comme vous l'avez dit. On a une vraie actualité puisqu'on a un réalisateur qui a, en 2022, sorti un documentaire sur ce cas précis. Le documentaire s'appelle Moment of Contact. Le réalisateur s'appelle James Fox. Et il a mis à jour récemment ce documentaire avec de nouveaux éléments pour alimenter la thèse qu'il soutient et qui n'est pas le seul à le faire. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Il se passe que un certain nombre de témoins, plusieurs dizaines, voire centaines de témoins à Varginha, mais interviewés en tout cas à ce jour, on est sur plutôt une dizaine de témoins qui observent un objet qui semble être en difficulté dans le ciel et qui va se cracher. On a un témoin qui explique avoir vu, qui lui d'ailleurs est un pilote aussi d'un certain type d'avion, je ne sais plus exactement quoi, mais qui comprend que cet objet-là dans le ciel a un problème et qui se dit que les occupants vont avoir besoin d'aide, quoi. Donc en fait, il suit cet objet-là et il se retrouve sur le site du crash. Et là, il observe un objet coupé en deux, avec un genre c'est vraiment un objet matériel, de fuselage, mais bon, tout lisse, etc. Il comprend pas bien ce que ça peut être. Je me souviens qu'il sent une très forte odeur de soufre, en fait, d'œuf pourri. Lui, c'est ce qu'il dit, une odeur qu'il aura du mal à détacher de son odorat pendant plusieurs jours. Et il y a plusieurs témoins qui racontent ça. Et au moment où il arrive sur ce crash-là, il se fait directement bousculer, brutaliser presque par des membres de l'armée qui viennent lui dire de dégager du site. Lui a vu l'engin. Il se fait virer juste après. Il explique être à un moment à une station-service et puis là, d'un coup, il y a deux personnes qui viennent le voir. On ne sait pas bien comment ils savaient qu'il était là. Deux personnes habillées en noir. Donc là, on est directement dans l'imagerie du Men in Black classique, qui est aussi un vrai truc dans tout le lore de l'ufologie. Ces deux personnes qui sont là et qui lui demandent qu'est-ce que tu as vu, machin. Qu'est-ce que tu penses que c'était Bon, là, qui lui explique qu'il vaut mieux pas en parler, nanana. Ça, c'est pour le témoignage de cette personne-là, et auquel s'ajoutent les témoignages des gens qui, en ville, eux, sont pas allés sur le site du crash, mais qui ont vu effectivement ce truc-là dans le ciel et s'approcher dangereusement du sol. Donc là, on est dans la partie qui est plutôt soft de l'histoire. Puisqu'ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a toute une histoire qui tourne autour d'une créature qui est aperçue en ville. Ouais. Par plusieurs témoins. Notamment un groupe de 3 jeunes filles qui ont, je crois, entre 14 et 17 ans et qui observent une créature complètement apeurée, collée à un mur, qui les regarde. Et elles disent sentir dans les yeux de cette créature le fait qu'elle a besoin d'aide, quoi. La détresse. Ouais. La détresse. Une petite créature, qu'elles décrivent, elles, comme étant marron, avec une peau huileuse et des grands yeux rouges. Et elle raconte ça, elle rentre complètement paniquée, voir leur mère, enfin la mère d'une des filles. La maman, ensuite, elle aussi, confirmera en fait toute l'histoire, toute la fois où elle a vu les trois gamines rentrer complètement apeurées, etc. Machin. Elle jure que ce qu'elles disent est la vérité, en tout cas leur vérité. Tous ces gens-là témoignent, et ça c'était en 96. Et aujourd'hui, ces 3 personnes-là n'ont absolument pas démenti. N'ont pas changé leurs propos. Ouais. Voilà, n'ont pas du tout changé leurs propos, même après qu'on leur ait offert de l'argent pour changer, et pour revenir sur leur déclaration. Elles ont refusé, notamment c'est des personnes qui sont très, très croyantes, etc., avec beaucoup de principes, etc. Surtout même la maman, et qui a dit qu'elle refusait absolument de remettre en question la parole de ses enfants, qu'elle trouvait que c'était injuste. Donc la bonne foi de ce groupe de personnes semble plutôt, à mon sens, je n'ai pas l'impression qu'il y ait mensonge. En tout cas, elles pensent vraiment avoir vu ce qu'elles ont vu, elles rapportent vraiment avoir... Et elles avaient vu aussi l'objet ou pas avant ? Ou elles ont juste non, je vu crois pas. Elles ont vu la créature. Elles ont vu la créature. Entre guillemets. Ouais, ok. Donc, s'il y avait que 3 fillettes qui avaient vu cette créature,
peut-être qu'on n'en parlerait pas là. Le souci, c'est qu'on a aussi un chauffeur, pardon, un chauffeur qui a transporté la créature dans sa voiture. Créature qui a ensuite, en fait, a été attrapée par l'armée, un militaire notamment, qui l'a pris, qui l'a mis dans cette voiture, etc. Et il se trouve que cette personne, ce militaire, va mourir moins d'une semaine plus tard d'une infection inconnue, alors qu'il était en très bonne forme. Et c'est sa famille qui témoigne dans le... Alors, il y a aussi, je crois, le médecin légiste qui témoigne. On a aussi un compte-rendu, en fait, un rapport d'autopsie, en fait, qui a été fait dessus, qui montre effectivement l'existence d'une bactérie inconnue, ultra agressive, en tout cas ultra virulente, qui a eu raison de ce pauvre garçon. Qui n'était pas malade avant. Non, pas du tout, qui était en pleine forme, jeune, etc., militaire, tout ce qu'on veut, quoi. Et lui, il était sur place, dépêché par l'armée, c'est pour ça que... Lui faisait partie des gens qui devaient récupérer, j'imagine, cette créature-là. Parce que ce que racontent aussi tous les gens, c'est qu'il y a eu un vrai branle-bas de combat avec des militaires partout, etc. Bon, c'est avéré. Ça, c'est avéré. Ah non, mais ça, c'est avéré. Mais tout ce que je vous dis là, c'est ça qui est fou avec cette histoire-là. C'est que ça semble être avéré, parce que l'armée était bien là, l'US Air Force aussi a été vue. Il n'y a pas de photos, par contre, de vidéos de l'objet? Il y a des vidéos qui ont été prises et qui ont été, d'après les témoins, réquisitionnées par l'armée. Donc, il paraît qu'il y en a qui existent. Ça, c'est toujours pas disponible, évidemment. Est-ce qu'on en parlerait encore une fois s'il y avait que ça? Peut-être pas. Du coup, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a vu la créature? Oui. On a, en fait, et c'est peut-être le témoignage le plus troublant de tous, c'est le témoignage d'un chirurgien, un neurochirurgien qui lui explique avoir été en contact direct avec la créature dans une des chambres de l'hôpital dans lequel il travaillait et dans lequel il travaille encore. Et il explique avoir été plusieurs minutes avec la créature qui a été amenée par le militaire dans l'hôpital. De ma compréhension, ça s'est passé dans cet ordre-là. Il y a eu d'abord effectivement un moment où cette créature a eu besoin de soins. Et ensuite, elle a été capturée et emmenée ailleurs. Dans ce qu'il racontait, elle a été emmenée aux États-Unis. Encore une fois, l'US Air Force était présente sur place, elle a été vue, etc. Alors, j'ai pas compris comment elle s'est retrouvée dans son hôpital à lui, du coup. De ma compréhension, encore une fois, par le chauffeur qui l'a apportée dans un premier temps, avec la personne ensuite qui est décédée. Ok, d'accord. Peut-être à vérifier, mais dans la chronologie, il me semble que c'est de cette façon-là. Et on a donc ce chirurgien qui explique avoir vu cette créature et qui explique avoir eu une sorte de conversation télépathique. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent avec les gens qui disent avoir vu ce type de créature. Voilà. Et qui lui a dit quoi? De pas s'inquiéter, qu'on s'était occupé d'elle, etc. Et lui, quand il raconte ça, j'ai des images d'interviews de ce neurochirurgien qui font vraiment en larmes lorsqu'il raconte cette interview, cette conversation. On sent qu'il a vraiment lui aussi vécu, ou en tout cas qu'il pense vraiment avoir vécu ce qu'il a vécu. Parce que bon, il faut mettre toutes les pincettes du monde évidemment quand on parle de ça, mais pour autant, on peut pas non plus complètement balayer ce type de témoignages lorsqu'ils sont corroborés, lorsque toute la chronologie concorde parfaitement, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui voient un certain nombre de choses. Bon, ça pose de réelles questions, parce que là, on est en train de parler d'une petite créature marron huileuse avec des grands yeux rouges. Je sais très bien qu'en disant cette phrase-là, on nage pour beaucoup en plein délire. Voilà. Pour autant, l'affaire semble assez consistante. Encore à ce jour, des gens qui n'avaient pas témoigné commencent à témoigner, et ça prend davantage d'ampleur. Bon, affaire à suivre encore une fois. Comment s'en est tiré à l'époque le gouvernement brésilien? Pas très bien de ce que je sais, puisqu'en fait, ils ont fermé le rideau sur l'affaire directement. Et aujourd'hui, notamment à Virginia, je pense que les 3/4 des personnes sont convaincues qu'il s'est passé quelque chose, quoi.
Ça nous amène, Simon, aux années 2000. Mhm. Est-ce que, donc, années 2000, les institutions, il n'y a pas encore, a priori, de groupes de travail qui appartiennent à l'armée ou autres qui travaillent sur ces sujets-là aux États-Unis. On est toujours sur un déni institutionnel public. Eh ben, plutôt que de passer tout de suite aux années 2000, je pense qu'on peut finir juste avant sur 99. Coupe du Monde Non, 98. 98, dommage. Pour vérifier que vous suiviez, Simon. Non. On n'oublie pas cette Coupe du Monde. 99, c'est la sortie du rapport Cometa. Je pense qu'il faut en parler parce que le rapport Cometa, en France, c'est un vrai événement et il a une répercussion et un vrai rayonnement international encore à ce jour. Et alors, le rapport Cometa, c'est un rapport qui émane d'un groupe qui s'appelle donc le groupe Cometa, qui va étudier, qui va recenser toutes les informations et toutes les observations les plus solides sur le sujet, qui va faire un rapport dans le but d'essayer de faire bouger les lignes des institutions françaises. Et toutes les personnes qui sont signataires, c'est pas du tout des charlots, hein, c'est des anciens membres du Centre national d'études spatiales, notamment. On a tout un tas de profils, des généraux, militaires en tout genre, scientifiques en tout genre. Enfin, la liste est longue, française, ouais, exactement. Et d'anciens membres de l'IHEDN. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, je répète IHEDN parce que c'est déjà cette institution-là qui, en 77, avait sorti un premier rapport qui avait permis de créer, en tout cas de contribuer à la création du GEPAN. Ouais. On sent que parmi ce groupe de gens, parmi certaines personnes membres de ce groupe, donc qui est l'Institut national, l'Institut des hautes études de défense nationale, dans lequel on trouve vraiment des personnes éminentes, des chercheurs éminents, des gens de l'armée, de la défense, etc. On sent qu'il y a une connaissance qui se passe et qu'on essaie d'entretenir un intérêt de nos institutions en France sur le sujet. En 99, c'est ce qu'ils essaient de faire à nouveau. Et donc, ils sortent ce rapport Cometa. Ouais, ils sortent ce rapport Cometa que tout le monde peut consulter, qui est présent sur le site du GEPAN, qui est un très très bon rapport, pour une bonne mise à niveau sur le sujet, sur ce que ça implique, etc. Mais il a de ça particulier, ce rapport, c'est que, du point de vue de ces personnes que je citais plus tôt, la meilleure explication au phénomène, c'est l'existence d'au moins une civilisation extraterrestre. Pour eux, au vu de toutes les informations qu'ils ont, au vu des descriptions, au vu des données multiples, notamment radars, etc., qu'ils ont, ces engins-là ne peuvent pas avoir été fabriqués par l'homme. C'est pas possible. Et donc, ils vont statuer en expliquant que c'est l'hypothèse la plus solide, la plus crédible pour expliquer le phénomène. Et finalement, on peut bien se douter que même s'ils ont remis ce rapport-là au Premier ministre à l'époque, bon, déjà, c'est pas un rapport qui avait été commandé officiellement, mais en plus, c'est compliqué d'aller vendre un rapport qui nous dit que les ovnis, a priori, sont bel et bien extraterrestres. C'est trop fort. C'est trop fort. Et du coup, en France, ça n'aura pas la répercussion qu'ils souhaitaient initialement. Par contre, est-ce que ce rapport-là a un impact aux États-Unis ou pas? Ouais, en fait, c'est plus sur la longueur que ça aura ça va infuser, quoi. Voilà, ça va infuser parce que même du point de vue des États-Unis, qui eux aussi parfois se sentent un petit peu seuls là-dedans, enfin bon, c'est quand même des gens qui sont assez auto-centrés sur leur pays, hein. Les chercheurs, etc., lorsqu'ils vont voir que ce rapport émane du type de profil dont je parlais, ils vont se dire, ah tiens, là il y a quelque chose, là c'est important, si même les Français, le pays de Descartes, etc., nous disent que eux aussi concluent à ce type de... arrivent à ce type de conclusion, bon, c'est plutôt pas mal. Donc, immédiatement, le rapport n'a pas beaucoup d'impact, mais en infusant, comme vous dites, ça en aura sur la longueur et ça permet encore une fois de replacer la France parmi les vrais acteurs de l'étude du phénomène. Et ça permet notamment de relancer aussi un petit peu la position du GEPAN à l'époque, qui est devenu CEPRA,
Et le RA de CEPRA, c'est pour rentrée atmosphérique. Donc d'un coup, on a un organe qui n'étudie plus des objets inconnus, mais des rentrées atmosphériques. On sent qu'il y a une perte d'intérêt pour le sujet, du coup, en disant rentrée atmosphérique, on conclut qu'il s'agit déjà de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, il y a eu un moment où l'IHEDN a décidé de remettre une petite pièce dans la machine pour essayer de relancer l'intérêt. Simon, vous interviewé des gens qui ont participé au rapport Cometa ? Pas encore, mais j'en ai sur ma liste de... Oui, j'aimerais bien les interviewer. J'ai eu la chance de voir des personnes qui ont participé, de les rencontrer en vrai. J'ai pu les entendre un petit peu parler, mais je pense qu'un jour, je ferai un épisode avec l'un d'entre eux. Du coup, dans notre chronologie, là, on est, ça y est, dans les années 2000. Donc, il y a déjà plus de 25 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, ce fameux rapport Cometa est sorti pour peut-être donner un petit élan institutionnel au sujet PAN, OVNI. Aux États-Unis, il va commencer à y avoir un grand tournant qui va arriver. J'anticipe un petit peu. Ouais, vous pensez à 2017 ? Ouais, on peut aborder 2017. Toujours en gardant en tête que parmi tous ces bons qu'on fait dans l'histoire, il y a toujours des observations extrêmement marquantes qui se passent partout et on n'aura pas du tout le temps de parler de tout ça. J'invite vos auditeurs à se renseigner, mais il y a des grandes observations qui sont faites aussi dans cet intervalle-là. 2008, je crois que vous vouliez quand même nous parler de... Non, mais à 2008, oui, on peut en parler. Mais encore une fois, parce que c'est un cas sur lequel on a suffisamment de données pour établir qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Donc, très rapidement, on a à Stephenville, aux États-Unis, le survol d'un engin ultra rapide, poursuivi par des chasseurs de l'époque. Je ne sais plus exactement quel avion. De l'armée de l'air. De l'armée de l'air, bien sûr. Et donc observé par une ville entière, quoi. Qui rapportent tous exactement la même chose. Et en fait, il se trouve que derrière, la FAA, donc qui est l'organisme responsable de toute l'aviation civile aux États-Unis, etc., enfin l'espace aérien aux États-Unis, dira qu'il n'y avait aucun... C'est impossible qu'ils aient vu des avions militaires parce qu'il n'y avait aucun exercice ce jour-là, il n'y a aucun avion qui a été dépêché dans ce coin et tout, ils n'ont pas de données, etc. Sauf que plus tard, ils arriveront à obtenir des informations, sans doute par FOIA, et donc Freedom of Information Act, et parmi ces informations-là, on a des écho-radars qui ont été pris, qui montrent qu'il y a bien eu quelque chose, et la FAA est obligée de revenir sur sa déclaration en disant que si, en fait, on avait des avions qui se baladaient dans le ciel à ce moment-là. Et donc c'est vraiment symptomatique de toutes ces observations qui sont faites, où on essaye d'abord de noyer le poisson, on s'en mêle les pieds, et derrière on revient sur ce qu'on a dit. Ça, il y en a vraiment des dizaines des cas comme ça dans l'histoire de l'ufologie. Et donc il se trouve qu'on sait qu'aujourd'hui, on sait factuellement qu'aujourd'hui il y a vraiment quelque chose qui a survolé cette ville-là, et que tous les habitants de cette ville parlent d'un objet qui était a priori en dehors de nos connaissances actuelles, en tout cas connues, quoi. Donc est-ce qu'il s'agit d'un engin ultra secret qui était testé en plein jour au milieu d'une ville pour affoler la population ? Pourquoi pas ? Mais on se demande pourquoi on ferait ça, quoi. Alors 2017, il y a un petit journal qui sort un papier aux États-Unis. Ouais. C'est le New York Times. Ouais. Et donc là, on entre vraiment dans l'ère, donc l'ère moderne, on va dire que c'était Kenneth Arnold, mais du coup, l'ère, on va dire, actuelle, vraiment, en termes d'actu chaude, elle commence en 2017, et on est encore en train de surfer sur ce qui a été déclenché en cette fin d'année 2017. En gros, c'est en décembre, le New York Times sort un article historique qui dévoile l'existence au sein du Pentagone d'un programme d'études des ovnis. Et donc, on rappelle qu'en 69, a priori, on arrête officiellement d'enquêter sur le sujet. Donc, pourquoi, en 2017, on nous dit que finalement, il y avait un programme qui étudiait le sujet. C'est un petit peu ça, le cœur de l'article. C'est un programme caché, de l'argent public utilisé, etc. Pourquoi ça sort ?
Ça sort parce que on a... j'ai tapé dans le micro, pardon. Ça sort parce qu'on a notamment 2 personnes, Luis Elizondo et Christopher Mellon. Donc Luis Elizondo, c'est un ancien membre du renseignement et du contre-espionnage. Et Christopher Mellon, c'est un ancien secrétaire à la défense des États-Unis, un ancien numéro 4 du Pentagone, qui, je la fais courte, mais eux, Luis Elizondo avait notamment géré pendant un moment ce programme en question et était bien mouillé dans toute cette affaire-là. Et Christopher Mellon avait été sensibilisé, notamment par Luis Elizondo, sur la question. Et lorsqu'ils avaient voulu essayer de faire remonter à la hiérarchie en interne toute cette information-là, ils ont rencontré que des stops, parce que le sujet est un peu radioactif et qu'on ne souhaitait pas s'y associer. Et donc, quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à obtenir ce qu'ils voulaient pour faire continuer leur investigation sur le sujet, Luis Elizondo a décidé de démissionner et avec Christopher Mellon, ils ont décidé, vraiment de façon très confidentielle, de contacter des journalistes pour faire éclater cette histoire au grand jour. Je vous la fais très courte. Et donc, ils choisissent évidemment le New York Times parce que c'est, aux États-Unis, le journal le plus prestigieux et que pour eux, c'est vraiment à travers ce type de plateforme-là qu'on pourra vraiment changer les choses. Et il se trouve que ils apportent évidemment tous les éléments et les preuves nécessaires à leur... Ils ont le droit de le faire. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Ils ne diront pas tout, l'article ne dira pas tout, mais dans une certaine mesure, ils ont le droit de le faire. Et notamment, ils arrivent avec des vidéos. Ils arrivent avec 2 vidéos que Luis Elizondo arrive à obtenir, qui sont plus des vidéos classifiées, mais ou qu'elles n'ont jamais été, en tout cas ces parties-là. Et donc, il arrive à contourner la chose en apportant un certain nombre d'éléments pour l'écriture du papier et également fournir des documents visuels qui sont des vidéos prises par des pilotes de chasse de l'US Navy en vol qui observent des objets non conventionnels. On précise que ces vidéos, nos auditeurs, spectateurs, spectatrices peuvent aller les voir. Bien sûr, elles peuvent aller les voir. Il y en a une qui s'appelle FLIR et l'autre qui s'appelle Gimbal. Et donc, l'article fait évidemment sensation. On parle d'un problème d'étude des ovnis, très clairement, avec des pilotes, avec des vidéos de pilotes de ces objets. Et ensuite, le Pentagone qui est obligé de reconnaître que ces vidéos sont bien réelles, que ces observations ont bien été faites. Et les pilotes de ces observations, qui ont fait ces observations, témoignent. Ils témoignent à visage découvert, aux 60 Minutes, et puis plus tard, lors d'audience au Congrès. Ouais. Donc là, d'un coup, il y a une bascule incroyable entre le désaveu complet autour du phénomène aux États-Unis depuis 1969 et un sujet qui devient médiatique, que tout le monde s'arrache et auquel les politiques ont maintenant un devoir d'investiguer, puisque dès lors que le Pentagone reconnaît que les vidéos sont vraies, ça devient nécessairement une problématique nationale, de sécurité nationale. Donc les politiques vont demander des réponses. Et voilà, ça va certains politiques, oui, bien sûr, mais de façon bipartisane. C'est ça qui est intéressant aussi aux États-Unis, c'est qu'ils se détestent sur absolument tous les points, et il semble que les PAN, les ovnis aux États-Unis, soient un des seuls sujets sur lesquels ils arrivent à s'entendre, parce que ça transcende un petit peu toutes les questions internes, Partisanes, ouais. Et donc ça mène à quoi? À des auditions parlementaires, tout cela? Ça mène à des auditions au gouvernement. Peut-être qu'on peut essayer, avant ça, de parler d'au moins une des observations qui est faite. En fait, parce que qu'est-ce que montrent ces vidéos? Elles sont prises donc par des pilotes de chasse de l'US Navy. On a une vidéo qui est prise en 2004, donc d'une observation qui est faite en 2004 par plusieurs pilotes de chasse. Et aujourd'hui, ce cas-là, c'est le cas le plus célèbre de l'ufologie. Aujourd'hui, l'ufologie vraiment actuelle du 21e siècle, c'est le cas le plus solide. On a tout un groupe de combat qui est déployé au large des côtes californiennes, donc un porte-avions, le Nimitz,
et tout un tas de navires qui sont à côté. Donc c'est vraiment un groupe de combat. Ils font des exercices, ils envoient régulièrement des avions, etc. Bon. À bord du Princeton, il y a des opérateurs radars qui, depuis plusieurs jours, observent sur leur radar des objets à très haute altitude. Et ils n'arrivent pas bien à comprendre ce que c'est. Et ces objets, ils sont plusieurs, ils sont par grappe, par groupe. Ils apparaissent à l'entrée en fait de la capacité du radar. Le radar a une portée d'environ 25 km. Ok ? Ils voient ces objets rentrer. Donc, c'est qu'ils viennent dessus, de 25 km. Donc, on est dans la stratosphère, donc au moins 26 km. Voilà. Ils rentrent, voilà, par groupe, et ensuite ils disparaissent, etc. C'est hautement étrange. On a le chef des opérateurs radars, Kevin Day, qui a plusieurs fois témoigné de ce qu'il observait au radar, et il a du mal à comprendre. Ça ne correspond à rien de ce qu'il connaît. À ces altitudes, rester un moment, puis remonter, etc., on ne sait pas faire. Enfin, lui, en tout cas, ne connaît pas d'objets capables de faire ça. Et en plus, des groupes d'objets, quoi. Bon, c'est étrange, mais passons. À un moment, un de ces objets va descendre de façon fulgurante à mi-niveau, entre 25 km et... je dis environ à mi-niveau, je me souviens pas bien, mais en gros, il descend vraiment à une vitesse phénoménale, s'arrête, puis ensuite redescend au niveau de la mer. En gros. Et tout ça en une seconde, et ça correspond à des accélérations et des vitesses qu'on est incapable, a priori, de reproduire avec nos engins actuels. Tout ça est observé au radar et partagé par l'équipage. On comprend pas bien ce que c'est, et du coup, on décide de dépêcher des avions. Donc là décollent deux F-18 à bord desquels on a notamment David Fravor, qui est une légende de l'aviation de l'US Navy là-bas, qui est un pilote instructeur chez Top Gun, etc., qui fait partie des Black Aces, qui est un groupe de pilotes. Voilà, c'est les rockstars du truc, quoi. Et évidemment, c'est David Fravor qui se retrouve à aller essayer d'intercepter cet objet, quoi. Okay. On envoie la crème de la crème, quoi. Ouais, on envoie la crème de la crème. Et on a également Alex Dietrich dans un autre avion, qui est une jeune pilote, et qui témoignera elle aussi. Et chacun a un pilote, un navigateur à l'arrière. Donc en fait, ils sont 4. Ils sont 4 en vol. Et ils vont aux coordonnées qui sont envoyées par les opérateurs radars. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient au niveau de la mer une sorte de remous, comme le type de remous qu'on peut avoir lorsqu'on a un objet qui vient de s'immerger. On imagine un genre de gros navire ou de sous-marin qui s'immergerait, ça crée tout un remous. Donc en fait, ils voient ça, et dans un premier temps, ils voient que ça, et ensuite, ils observent au-dessus, donc beaucoup plus petit que le gros remous, quoi, ce qui semble être un gros objet immergé. Ils peuvent pas être sûrs parce qu'ils n'ont pas vu directement le truc, mais en tout cas, peut-être la conséquence d'un gros objet immergé. Ils voient ce qu'ils vont décrire comme ressemblant à un tic-tac se déplacer de façon complètement erratique au-dessus de l'eau. Qui ferait quelle taille ? Qui fait à peu près la taille de leur jet, donc une douzaine de mètres. C'est quand même ça commence à faire un beau tic-tac, ouais. Ils voient cet objet se balader au-dessus de l'eau, en s'arrêtant, en faisant des angles droits, 180, etc. Et il semble qu'à un moment, l'objet remarque leur présence. Et donc en fait, il va monter en altitude, et David Fravor va décider d'engager, entre guillemets, cet objet. Et donc ils vont, les deux, se foncer un petit peu dessus, et comme ça, en faisant des cercles, parce que David Fravor, lui, il peut pas descendre forcément tout droit comme ça. Pour descendre, il est obligé de faire des grands cercles et tout. Et en fait, il semble que le tic-tac, en tout cas ce que raconte David Fravor, va essayer de mimer un petit peu l'objet de son avion, et en se rapprochant, etc. Et au moment où ils vont se rapprocher, une distance qui en aéronautique est décrite comme étant assez petite, l'objet va d'un coup disparaître à une vitesse absolument fulgurante. Je crois que David Fravor fait vraiment ce geste-là quand il parle au Congrès, et d'abord disparaît de leur vue. Bon. Et ça, c'est rapporté par... des données également. Des données également, et puis les autres pilotes qui sont là, quatre paires d'yeux, qui sont parmi les mieux entraînés
qu'on puisse avoir, quoi. C'est vraiment des pilotes de chasse qui connaissent en plus tous les appareils qui sont potentiellement, qui peuvent potentiellement observer en vol, quoi. Bon, là, ça correspond pas à ce qu'ils connaissent habituellement. L'appareil disparaît, l'engin à toute vitesse, et là, on a les opérateurs radar dans leur oreillette qui leur dit les gars, vous n'allez pas me croire, l'objet vient d'arriver à notre point de ralliement. Et le point de ralliement se situe à au moins 100 km d'où ils sont. L'objet fait ça en 1 seconde ou 2. C'est environ 10 000 km/h, un truc comme ça, pour réussir à faire cette distance-là. Et c'est surtout des coordonnées qui sont connues que par les pilotes et que par un tout petit groupe de gens à bord du Princeton. Donc en fait, on ne comprend pas bien comment cet engin va arriver exactement à ces coordonnées dans l'espace. On ne sait toujours pas pourquoi, comment, à ce jour. Bon, ils vont rentrer après parce qu'ils n'ont plus de carburant et on n'en reste pas tout à fait là puisqu'on dépêche un autre avion pour essayer d'aller filmer l'objet. Et c'est comme ça qu'on a cette seconde vidéo du New York Times où on voit l'objet qui effectivement ressemble à une petite boule comme ça. Donc c'est des caméras en infrarouge, qui sont des caméras de canon qui observent l'objet, qui sont en plus des caméras de canon qui sont censées être capables d'identifier tous les appareils en vol. Bon, elle n'arrive pas à identifier ce truc-là, alors qu'elle est censée connaître a priori tous les appareils connus, voire inconnus, y compris des puissances militaires adverses, etc. On ne comprend pas bien. Et à un moment, l'objet dégage comme ça sur la gauche et la caméra canon n'arrive pas à suivre la vitesse de déplacement de l'objet. Alors qu'encore une fois, elle est censée, vous m'avez compris, suivre les objets les plus rapides connus, etc. Bon, elle n'arrive pas, le truc dégage à une vitesse folle sur le côté. Et c'est la vidéo du New York Times dont je vous parlais, d'une des 2 vidéos dont je parlais. Donc ce cas-là, le cas du Nimitz, j'ai oublié de parler aussi d'un avion au-dessus, un Hawkeye, qui est un avion radar avec les gros radars, les grosses galettes au-dessus, là, qui prend en douche toutes les données de ce qui se passe en dessous, qui lui aussi capte le truc. Voilà, je crois que j'ai fini. Ce cas-là, ce cas-là, c'est celui qui m'a vraiment, vraiment remis le pied à 100% dedans en me disant, mais c'est enfin le cas qu'on attendait, dans le sens où même si tout ce qu'on avait avant ressemblait à ce type de description-là, on les connaît ces descriptions-là depuis longtemps. On avait certes j'ai pas du tout envie de minimiser tous ces autres trucs, mais c'était quelques observateurs crédibles et 1 ou 2 éco-radars. Bon, là, c'est documenté. Mais là, c'est avec les appareils les plus modernes. Il y a les observateurs crédibles. Il y a les opérateurs radars. Il y a tout. Il y a un avion radar dans le ciel. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour établir qu'il s'est vraiment passé ça. Et donc, à partir du moment où on établit qu'il s'est vraiment passé ça, il ne faut pas oublier qu'au début, je parlais d'objets qui viennent de plus de 25 km par grappe. Hein. Ça, c'est le début de l'affaire. Tout de même, quoi. C'est pas rien. C'est le cas qu'on pourrait envoyer aux sceptiques, finalement. Les sceptiques ont beaucoup de mal à débunker ce cas. D'ailleurs, ils le font pas vraiment. Ils vont juste dire oui, mais du coup, les données radar ont été confisquées. On peut pas savoir ce que c'est. C'est pas faux. On sait aujourd'hui qu'effectivement, les données ont été confisquées. On sait aujourd'hui qu'il y a effectivement un hélicoptère qui arrive avec des personnes qui étaient habillés de noir, hein, c'est vrai, ils sont vraiment appelés comme ça, qui sont venus dans la cabine du capitaine, qui ont vraiment récupéré les données. Alors comment on y a accès ? Aux données radar, grâce aux témoins qui ont vu ces données. Donc les pilotes qui étaient dans le Hawkeye et les opérateurs radar à bord du Princeton. Okay. Voilà. Et qui ont le courage de témoigner. Et qui ont le courage de témoigner et qui n'ont pas démordu de leur version depuis la sortie de l'article en 2017. Quoi. Donc le New York Times jette un gros pavé dans la mare avec cet article-là. S'en suivra une prise en main du sujet de certaines personnes politiques aux États-Unis qui vont réclamer des auditions. Ces auditions, on peut les retrouver aussi. On y entend les personnes que vous avez nommées, on y entend les pilotes dont vous parlez notamment, on y voit les vidéos. Et il y a toute une série d'auditions comme ça parlementaires qui vont avoir lieu aux États-Unis et qui ont eu lieu encore récemment, même là, il y a quelques mois. Septembre dernier, il y en a Exactement. encore une. Ouais. Exactement. Et
est-ce que vous pouvez nous emmener dans ces auditions un petit peu parlementaires? Vous avez évoqué Luis Elizondo tout à l'heure, mais il y en a eu d'autres. Peut-être la dernière, la 4e justement de septembre 2025. Qui a témoigné et à quel sujet? Dans la toute dernière, on a eu un ancien militaire de l'US Air Force, qui était dans la police de l'US Air Force, qui s'appelle Jeffrey Nuccetelli, peut-être Nuccetelli, qui lui rapporte une observation. En réalité, il rapporte 5 observations lorsqu'il travaillait sur une base américaine, dont le nom m'échappe maintenant, alors que je le connais très bien. Il observe plusieurs choses, lui et ses collègues, notamment sur une des observations, il y a tout un branle-bas de combat, pareil, parce qu'il y a un énorme rectangle rouge qui flotte dans le ciel, qui se rapproche dangereusement de certaines personnes. Il me semble qu'il y a des personnes qui sont blessées dans cette affaire aussi. Lui raconte aussi d'autres observations qu'il aura faites plus tard. On a Alexander Wiggins, c'est un profil intéressant parce que lui, de toutes les observations, de tous les témoins qui vont témoigner au Congrès, c'est le seul qui est encore en active. Il est chef de police, c'est ça? Non, lui, il est dans l'US Navy, il travaille dans... Pas du tout, ok, d'accord. Ouais. Non, Alexander Wiggins, c'est quelqu'un qui est encore dans l'US Navy, qui est encore à son poste, je ne sais plus à quel poste il est, mais c'est intéressant parce que les autres, eux, sont des retraités et ont décidé de parler une fois qu'ils étaient retraités parce que c'est plus facile pour eux, a priori, de le faire à ce moment-là. Et là, d'un coup, on a quelqu'un qui a le feu vert de l'US Navy pour en parler alors qu'il est encore en active. Et lui, il raconte avoir observé, et puis pareil, il y a des vidéos, des objets qui sont sortis de l'eau de façon simultanée, qui sont restés stationnaires à un moment, et puis qui ensuite sont repartis de façon synchronisée encore une fois, et beaucoup trop rapidement par rapport à tout ce qu'on connaît. Et par rapport aux entrées-sorties dans l'eau, justement, de ce que j'en ai compris, on a observé des choses que vraiment on ne sait pas faire, c'est-à-dire qu'il y a aussi même pas de remous ou autre. Enfin, on ne comprend pas en fait comment un objet peut passer de l'air à l'eau comme ça, sortir, rentrer. Sans perte de vitesse, de performance apparente. De trajectoire. Ça, on a du mal on ne sait pas faire. On ne sait clairement pas faire. Si on a des appareils qui sont à peu près amphibiens, ils ne se comportent pas de la même façon dans les 2 éléments, et surtout pas à ces vitesses. Donc non, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas du tout ce que c'est, et des témoignages comme ceux-là, il y en a énormément. Pourquoi l'US Navy accepte qu'une personne encore active sorte du bois? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'attitude de l'US Navy n'a rien à voir avec celle de l'US Air Force. Et on a du mal à comprendre comment ça se fait que sur un cas comme le Nimitz, on ait uniquement l'US Navy qui communique, alors que vraisemblablement d'autres radars de l'US Air Force auraient très bien pu capter un certain nombre de choses. On a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on a presque une politique de sensibilisation de la part de l'US Navy sur l'existence de ces phénomènes comme étant des phénomènes matériels et d'apparence hautement technologique, parce que c'est ce qu'ils expliquent et c'est ce que leurs pilotes expliquent. Et pourquoi en face, ceux qui semblent être à la base les principaux concernés, parce que d'ordinaire, on pense plutôt à des objets volants, donc on penserait plutôt à l'US Air Force qui devrait communiquer. On ne comprend pas pourquoi eux sont dans un silence total, ou quasi total, quoi. Il semble que ce soit une attitude qui est largement héritée de la fin des années 60 et tout, dont on a parlé, et qu'il y a, C'est l'histoire de cette institution-là aussi, qui est très particulière. De ce qu'on pense comprendre aujourd'hui, la façon dont est structuré un programme donc secret d'enquête, plus largement que ça, mais d'études de ces objets-là est structurée de façon à ce que rien ne puisse sortir. Et ça comprend l'US Air Force, mais pas l'US Navy. Pourquoi ces pilotes à la retraite ont accepté de témoigner? C'est quoi les causes qu'ils avancent? Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire et qu'ils estiment que les gens ont le droit de savoir.
David Fravor ou Alex Dietrich, Jim Wood, qui a pris la vidéo du Nimitz, eux, ils savent très bien ce qu'ils ont vu. Ils n'ont toujours pas de réponse non plus. Ils aimeraient bien en avoir. David Grush. Alors, David Grush, on n'en a pas encore parlé, non. mais c'est un autre sujet encore. Je pense qu'ils estiment que les gens ont le droit de savoir, tout simplement. Et on leur a demandé des réponses. C'est-à-dire que c'est pas vous et moi qui leur avons demandé. Là, c'est encore une fois, c'est les politiques qui se sont emparés du sujet et qui leur ont demandé de venir témoigner. Et pourquoi ils ont le droit de le faire ? D'un point de vue légal, ils ne sont pas tenus au secret, ces gens-là ? Si, ils sont tenus au secret, ces gens-là. Une partie d'entre eux, en tout cas ceux de l'US Air Force, sont tenus au secret parce qu'on n'a pas parlé de tous les témoins, par exemple, de la dernière audition, hein, mais Dylan Borland, qui est un des témoins, lui aussi était dans l'US Air Force, et pour le coup, lui est un lanceur d'alerte qui a suivi tout un process légal pour devenir lanceur d'alerte aux États-Unis, et qui n'avait pas le droit de raconter ce qu'il racontait, mais il le fait de façon détournée en suivant ce process légal de lanceur d'alerte. Donc, lui, dans l'US Air Force, n'avait pas le droit de le faire. Dans l'US Navy, encore une fois, on est beaucoup plus laxiste sur la question. Il y a presque une mise au défi, moi, je trouve, de l'US Air Force, de l'US Navy vis-à-vis de l'US Air Force. Il y a presque comme je vous dis, c'est deux grandes maisons qu'on pourrait penser très proches. En fait, il semble qu'elles agissent complètement différemment. Dans les faits, c'est ce qu'on voit. Donc, on dirait presque qu'elle essaie de dire « Ah, vous voulez pas en parler ? Bah, regardez, nous, on va le faire. » David Grush, c'est celui que les gens connaissent peut-être le plus au niveau nom. Oui, dernièrement, c'est celui qui a fait le plus parler en 2023, parce qu'il arrive avec des déclarations qui sont de l'ordre des premiers lanceurs d'alerte dont on parlait plus tôt dans les années 80. C'est qui ? David Grush, c'est un ancien haut gradé du renseignement qui, notamment, était suffisamment haut à l'époque pour participer au briefing quotidien du président Obama, qui a un CV irréprochable et qui, à une époque donc de sa carrière, avant 2023, a travaillé notamment pour l'UAP Task Force, donc en gros la Task Force, le groupe d'enquête sur les PAN, qui avait été créé, dont on avait demandé la création post-article du New York Times, etc. Et lui va enquêter au sein de plusieurs agences. Il a un peu une main dans plusieurs agences de renseignement sur la question des PAN. Et en fait, en creusant pendant 4 ans cette enquête, il va arriver à des conclusions qui sont extrêmement surprenantes, puisque il dit avoir interviewé 40 témoins de première main qui lui permettent de conclure qu'il existe un programme de récupération d'objets crachés, donc d'ovnis crachés, hein, et de rétro-ingénierie sur ces objets. Et il ajoute même que parmi ces récupérations, il y aurait eu des éléments biologiques qui auraient été récupérés. Donc au Congrès, il ne va pas jusqu'à dire des corps de pilotes, mais il dit des éléments biologiques. Donc comment s'appelle ce programme ? Bon, on ne sait pas. Mais lui sait. Mais vous disiez justement comment ça se fait qu'ils ont le droit de dire des choses. Bah, il se trouve que lui aussi suit le process légal pour devenir lanceur d'alerte aux États-Unis. Il suit aussi quelque chose d'autre qu'on appelle le DOPSER là-bas, qui est en gros une révision par le Pentagone de tout ce qu'il compte dire, et on va lui dire « Ok, ça tu as le droit, ok, ça tu n'as pas le droit ». Et donc, lors des audiences en juillet 2023 au Congrès américain, il sera obligé de botter en touche sur certains aspects du dossier. Pour autant, on sait que l'ensemble des résultats de l'enquête a été transmis à l'inspection générale. Et pourquoi son cas, il est vraiment intéressant, c'est parce que ça déclenche tout un épisode politique dans lequel on est encore aux États-Unis sur cette question-là. Et on sait que ces résultats ont été apportés à l'inspection générale, et on comprend que les politiques qui vont se mouiller dans cette affaire-là ont connaissance de ces choses-là qui ne seront pas dévoilées au public. Et donc, en fait, on voit bien la réaction qu'ils ont, et on se dit, on est forcément obligé de se dire qu'ils n'iraient pas se mouiller à ce point-là s'ils n'avaient pas reçu eux-mêmes
suffisamment d'assurance pour le faire. Et il semble que l'assurance provienne des résultats concrets de cette enquête-là, dont on n'est pas, nous, forcément au courant à ce jour, parce que c'est classifié. Mais encore une fois, David Grusch a le droit de dire qu'un programme secret de récupération d'ovnis crachés existe et que on aurait récupéré des corps, en gros. Et il va jusqu'à dire aussi que je crois que les États-Unis possèdent au moins 10 de ces engins et que d'autres pays dans le monde en ont aussi. Bon, l'audition dure 3 heures, hein, donc il faut aller la voir. Il dit beaucoup d'autres choses que ça, mais en substance, c'est quand même le gros de ce qu'il va rapporter, quoi. Est-ce que ça peut faire partie, lui, les autres, d'une vaste campagne de désinformation sur le sujet? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas dans ce cas-là, c'est une vaste campagne de désinformation qui commence quand c'est toujours ça. C'est jusqu'où on pourrait remonter, parce que si on doit remonter aux années 40 et pour effacer totalement l'existence du phénomène OVNI, ça devient très compliqué. Non, et puis il faut dire qu'avant les années 40... On voyait déjà des choses. Et est-ce que je parlais tout à l'heure de Stephenville, est-ce que les habitants de Stephenville font partie de cette grande cabale du renseignement américain? Moi, j'en doute. Donc, si d'anciens membres du renseignement peuvent, pourquoi pas, participer à ce genre d'exercice, on a du mal à croire que des civils partout à travers le monde et depuis des décennies en font également partie. Là, ça tient plus debout. Et finalement, il faut se rendre à l'évidence que la conclusion la plus rationnelle, c'est qu'il se passe effectivement quelque chose. Sans compter le fait que je ne suis pas certain qu'on puisse convaincre des radars de produire des échos pour servir une opération de désinformation. Amenez-nous sur le UAP Disclosure Act. Le UAP Disclosure Act, c'est dans la lignée de ce qu'on disait. Donc, à partir du moment où les politiques s'emparent du sujet, on a le sénateur Schumer, qui était à l'époque le leader des démocrates au Sénat, qui, avec Mike Rounds, donc le leader des républicains en face, il faut bien comprendre la mesure de ce que ça représente politiquement là-bas, le statement que c'est pour l'ensemble du reste de leurs équipes, que ces deux figures, qui sont les premières figures de leur parti, au sein du Capitole, je veux dire, décident de publiquement se montrer et de produire une proposition de loi qui vise à déclassifier, à demander la déclassification de l'ensemble des documents sur le sujet OVNI. Voilà. C'est en gros ce qu'ils demandent, et on peut lire dans ce texte, noir sur blanc, le fait qu'ils demandent à ce que des informations concernant des technologies non humaines soient déclassifiées, et également, ils parlent d'entités non humaines. Donc, dans un texte de loi produit par ce type de profil-là, on commence noir sur blanc à poser ces mots-là aussi. Donc, c'est quand même assez incroyable. Du coup, Simon, en tout et pour tout, il y a eu combien d'auditions parlementaires aux États-Unis? Sur combien de temps? Et il y a combien de gens qui ont témoigné? Alors, la première, qui en réalité n'est pas la première, mais la plus médiatisée, c'est en 2023. Mais en fait, en 2022, avant, il y en a une première. C'est un petit peu compliqué. Celle-ci, on en parle moins, mais c'est la première fois que au Sénat, on va poser vraiment des questions sur ces phénomènes qui sont observés, et qu'on va mettre un petit peu dans les cordes des membres de l'armée. Il y a le directeur du renseignement naval, par exemple? Alors ça, c'est plus tard. Okay. Donc ça, 2022, il y avait la première. 2023, il y a celle qui est très connue, donc avec David Grusch, dont je parlais plus tôt, avec David Fravor, dont je parlais plus tôt aussi, qui est donc le pilote, et avec Ryan Graves, qui lui aussi est un pilote de chasse et qui était responsable notamment de la sécurité de vol de tous ses coéquipiers, qui, eux, ont fait l'observation de la deuxième vidéo présente dans l'article du New York Times, qui montre vraiment un objet qui ressemble à une soucoupe se déplacer, faire une rotation comme ça, et avançant
dans le sens inverse des vents qui sont des vents de catégorie 3, donc il faut comprendre que c'est un ouragan. Bon, on comprend pas comment c'est possible, et surtout qu'on entend les pilotes dire au radar, il y en a toute une flotte. Regarde sur le radar, il y en a toute une flotte. Ce qui correspond encore un petit peu, ce qui fait écho à, sans mauvais jeu de mots, à ce qu'avait vu Kevin Day lorsqu'il disait qu'il voyait plusieurs objets. Bref, ça c'est la première audience qui est exceptionnelle. J'ai un petit résumé de l'audience pour ceux qui s'intéressent sur la chaîne, qui ne veulent pas se taper les 2h40. On vous invite à aller le voir. Qui pourtant sont absolument passionnantes. Mais votre résumé est très très bien. J'ai un résumé de peut-être 7 minutes, je crois, qui fait l'affaire. Ensuite, on a une deuxième audience au Congrès. Là, on a Luis Elizondo. Donc, on en parlait plus tôt, celui qui avait participé au programme secret dévoilé par qui s'appelait A-Tip et qui en fait s'appelait OSAP à la base. Donc, le programme secret dévoilé par le New York Times. On a également un contre-amiral de l'US Navy, Timothy Gallaudet, qui lui, du coup, va parler un petit peu plus de ce qui concerne toute l'action, les événements maritimes. On a dit qu'il y en avait quand même pas mal. On a un journaliste, Schellenberger, qui va parler un petit peu de l'omerta sur le sujet, qui va critiquer vivement le fait qu'on nous cache des informations très clairement sur tout ça, et qui en plus fera un petit peu sensation en dévoilant un rapport qui émane de la main d'un lanceur d'alerte du Pentagone sur l'existence d'un autre programme qui s'appelle Immaculate Constellation et qui étudie les ovnis et qui détiendrait notamment un nombre colossal d'informations dessus, tout type de supports, de médias, donc des vidéos, des photos, des données radar, etc. Voilà, le rapport est assez complet. Il émane d'une personne qui est inconnue le jour des audiences, mais qui sera connue plus tard. Et à côté, on a un ancien membre de la NASA, je ne sais plus exactement quel était son rôle, et qui lui aura un discours plus philosophique, si vous voulez, sur l'importance d'étudier des sujets des sujets comme le sujet des PAN, qui aujourd'hui paraissent paraissent marginaux et qui peut-être demain ne le seront pas du tout. Donc voilà, ça c'est un petit peu en résumé la deuxième audience. Une semaine après cette audience, il y a une audience au Sénat, cette fois. Donc les premières dont je parle, c'est Congrès et Sénat, c'est 2 chambres différentes. Et donc là, c'est le gérant, le chef de l'ARO. Donc l'ARO, c'est l'organisme d'études au sein du Pentagone, légal et connu cette fois, d'études des PAN. Qui est interrogé par la sénatrice Gillibrand sur l'état un petit peu de l'avancée de leur enquête. Lui dira quand même un certain nombre de choses, d'observations très étranges qui sont faites. Voilà. Ensuite, on a la dernière, c'est ça. Après, on arrive directement à la dernière, celle de septembre dernier, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt déjà avec... On retrouve Georges Knapp. Oui, il y avait Georges Knapp qu'on n'a pas cité, qui est le journaliste qui a commencé à bosser dans les années 80 sur la question et qui est le journaliste d'investigation qui a le plus fait aux États-Unis pour la démocratisation, la déstigmatisation du sujet, et qui, du coup, fort de toute sa carrière, va pouvoir répondre à un nombre fou de questions avec beaucoup de précision et de connaissances, quoi. Quand les autres sont vraiment des témoins, ont vu des choses, mais ont moins de vue d'ensemble sur ce que représente le sujet, Georges Knapp, lui, a investigué ça depuis 30 ans, plus de 30 ans. Oui, c'est un vieux monsieur, il faut le dire aujourd'hui. Oui, il est plus tout jeune, mais encore bien vigoureux, le bonhomme. À son âge, j'aimerais bien être comme lui. Et on a une autre personne, et ça va être terrible parce que j'ai oublié son nom, le pauvre, mais lui, il est plus là pour nous parler de l'importance de protéger les lanceurs d'alerte. Donc c'est vraiment c'est vraiment son objectif. Le but de sa présence, c'est d'inciter d'autres lanceurs d'alerte à venir témoigner et d'expliquer qu'on a besoin de renforcer les lois pour les protéger. Ce qui est en soi hyper important parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes qui en off parlent, mais qui ont encore trop peur de se montrer publiquement
peur des répliques qu'ils pourraient avoir de la part de leur hiérarchie ou leur ancienne hiérarchie. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont recueilli, catégorisé les représailles qui existent? Est-ce qu'on sait aujourd'hui l'impact que ça peut avoir sur une carrière, l'impact psychosociologique, l'impact... Ça, on sait. Déjà, on sait par David Grush, il explique que lui aussi a porté une plainte lorsqu'il enquêtait sur le sujet, qu'il allait devenir lanceur d'alerte, etc. Lui et sa femme ont été menacés de façon extrêmement troublante. Il ne peut pas communiquer sur l'affaire parce que c'est une enquête qui est en cours, etc. Et donc, il s'en tiendra juste à expliquer qu'il a été largement intimidé. Lui et sa femme, encore une fois. Il répondra aussi à des questions durant l'audience sur le fait que des personnes auraient été tuées ou non pour protéger le secret. Il expliquera que oui, il y a des personnes qu'on a éliminées, tout simplement, pour ne pas parler du sujet, pour ne pas qu'elles parlent du sujet. Les tentatives de décrédibilisation aussi. Bien sûr, on l'a fait sur lui aussi, pour le reprendre. On est allé chercher le fait qu'il était donc dans ces dossiers médicaux de l'armée qui sont complètement confidentiels, évidemment, même quand on n'est pas dans l'armée. On n'a pas le droit de... Bon, bref, mais dans l'armée, encore moins. Et on va aller dénicher le fait qu'il souffre d'un trouble post-traumatique dû au fait qu'il avait été déployé en Afghanistan, comme énormément d'autres de ses compères soldats, et tout simplement pour essayer d'entacher son récit, ce qui n'a absolument aucun rapport en soi. Non. D'ailleurs, ça ne marchera pas du tout. Voilà, au cours de l'histoire, Dylan Borland explique lui aussi que lorsqu'il a voulu parler du sujet, il a été victime d'une forme de harcèlement administratif qui l'a complètement bloqué dans sa position. Il sait qu'aujourd'hui, il ne pourra plus jamais avancer comme il aurait dû avancer dans des postes futurs, etc. Enfin, voilà. Et des comme ça, il y en a beaucoup, oui. Mais c'est ce qui est craint, mais c'est ce qui est craint au-delà d'eux, c'est ce qui est craint, par exemple, par les pilotes aussi, les pilotes de ligne qui aujourd'hui vont être mis à pied s'ils disent avoir vu quelque chose dans le ciel. Et donc, depuis toujours, même si ces gens-là observent des choses, on le sait très bien, il y a énormément de pilotes qui ont témoigné, la plupart ont peur d'être mis à pied, quoi. Par exemple. Simon, quel profil pensez-vous pourrait être amené à témoigner demain à de prochaines auditions? Ou est-ce que vous pensez à des gens que vous aimeriez voir témoigner? Donc aux États-Unis? Oui, on reste aux États-Unis, on va revenir en France. Il faudrait qu'on fasse venir Jay Stratton, qui est la personne qui a été en charge de l'UAPTF, j'en parlais plus tôt. Parce que lui, il a dit récemment dans un documentaire qui a fait pas mal de bruit, qu'il avait clairement vu des engins et clairement vu des extraterrestres. Clairement, il dit j'ai vu de mes yeux des engins et des espèces non humaines, quoi. Bon, alors il nous lâche ça dans un documentaire. Il a tout le CV qu'on lui connaît, etc. Ça paraît fou qu'il nous le dise de cette façon-là. D'ailleurs, il s'étend pas. Dans ce cas-là, je vois pas pourquoi on le fait pas venir. Prêter serment au Congrès et nous expliquer comment il peut dire ça. Donc, j'aimerais bien le voir, lui. J'aimerais bien voir le général Clapper, James Clapper de l'US Air Force, qui est un des généraux qui semble largement avoir travaillé sur la question. Et d'ailleurs, il se trouve que David Grush récemment l'a directement cité comme étant quelqu'un qui avait managé un programme autour des ovnis. James Clapper parle aussi dans ce dernier documentaire dont je parlais, qui s'appelle The Age of Disclosure. Je pense que ça ferait une bonne personne. Et il y a aussi un peu les vilains de cette histoire que j'aimerais bien voir. Je pense à Sean Kirkpatrick, qui est une personne qui a géré l'ARO pendant 2 ans. Donc l'ARO, c'est ce qui a succédé à l'UAPTF et qui est l'organisme qui s'occupe aujourd'hui d'investiguer le phénomène au sein du Pentagone. Lui, on sait vraiment, et c'est pas du complot, du conspirationnisme, ce que je dis. On sait très bien que ce gars-là a largement voulu minimiser le sujet, a sorti des rapports qui étaient complètement erronés, mal fichus, avec énormément d'erreurs dedans, qui n'allaient pas chercher, qui n'allaient pas du tout taper aux bonnes portes. Enfin, bon, ce gars-là ne semble pas avoir fait du bon travail pour essayer d'apporter la lumière que méritait le sujet.
Et on aimerait bien le voir cuisiné par les personnes qui, du coup, aujourd'hui, sont très au courant du sujet. Très au courant. Les personnes qui, au Congrès, en ce moment, je pense à la représentante Luna, Tim Burchett, je pense à des gens comme Moskowitz, qui lui est démocrate, parce que, du coup, il faut essayer d'aller chercher dans les deux camps. Voilà, ces gens-là qui sont très au courant pourraient, à mon avis, bien le mettre dans les cordes, et ce serait pas mal. Mais il y a énormément de gens. Ce qu'on a envie de voir aussi, c'est d'autres lanceurs d'alerte qui sortent du bois avec leurs propres histoires, leurs propres observations. Ça contribue à légitimer le sujet. Et c'est ce qu'on aimerait d'ailleurs voir en France aussi. J'allais y venir, Simon. Merci pour cette transition. On a l'impression... On a le sentiment que c'est un petit théâtre qui se passe outre-Atlantique, assez rigolo ou pas. En tout cas, qui nous concerne pas. Soit on en parle peu en France. C'est on reboucle avec le tout début de notre interview et c'est ce qui a provoqué la création de la chaîne chez moi. Hein. C'est quand j'ai vu que personne ne parlait du sujet, j'ai décidé d'en parler moi. Donc j'ai absolument pas la force de frappe d'un grand média. J'ai, je l'espère, la rigueur d'un journaliste qui essaie de bien faire, en tout cas moi d'un documentariste, hein, c'est vraiment un travail documentaire, j'essaye de comprendre parfaitement mon sujet avant même de songer à le tourner pour que j'aborde uniquement les points que je trouve les plus solides. C'est mon initiative personnelle et je déplore, comme vous, le fait que nos médias ne s'en saisissent pas sous prétexte que ça semble être une affaire américaine. C'est, encore une fois, on en a parlé plus tôt, c'est absolument pas qu'une affaire américaine. Il se trouve qu'il y a eu une suite d'événements déclenchés depuis 2017 avec la sortie de l'article du New York Times. Il faudrait que nous, on arrive aussi en France à provoquer ce type de réaction aussi. Et on a largement de quoi faire en France. Est-ce qu'il y a eu des choses qu'on a vues, justement, des observations de pans récentes aussi? Est-ce que nous, on a aussi des éco-radars? Enfin, je veux dire, on a un petit peu de... On a des gens qui sont... On a toujours, et encore une fois, les archives, sur le site du GEPAN, on peut consulter les observations les plus récentes, même si elles mettent 2 ans à sortir environ. Mais ça, c'est juste leur process d'enquête qui veut ça, et c'est plutôt une bonne chose avant de divulguer les observations qui sont rapportées. Donc on a ça, où on peut effectivement voir qu'il se passe encore des choses au-dessus du territoire. On n'est pas du tout en train de vivre, comme vous et moi, on s'en rend bien compte, une grande vague d'observations en ce moment. Il n'est absolument pas impossible qu'il y en ait une nouvelle qui arrive et qui relance la question. Ce qu'on est en droit de se demander, c'est est-ce que nous aussi, au sein de notre état-major, de nos renseignements, nous n'avons pas aussi un programme de ce type qui étudie, du point de vue plus militaire, la question. Alors que disent Alain Jubillet et Sylvain Maisonneuve, vos invités? Ils suspectent que c'est le cas. Ils suspectent que c'est le cas et que ce serait inquiétant que ça ne soit pas le cas. Surtout. Parce qu'encore une fois, on l'a bien compris, on parle d'objets qui ne sont pas les nôtres, a priori, et qui se déplacent impunément dans le ciel. On est en droit d'espérer que les gens qui doivent nous protéger s'inquiètent eux-mêmes de l'existence de ce phénomène. Donc je pense que c'est le cas, je pense qu'il y a des cellules au sein de l'armée actuellement qui sont très au courant de tout ça. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'on soit très proche de rendre ça public. On imagine que des grandes puissances comme la Chine, la Russie ont aussi leur programme. Ça, on sait. On sait que la Russie a travaillé pendant très longtemps sur la question. En parallèle des enquêtes qui étaient faites aux États-Unis, ils ont eu exactement le même type de programme d'enquête et d'études du phénomène. Évidemment qu'aujourd'hui, elles le font aussi. On a pas mal de choses qui sont aussi sorties sur la Chine. On sait qu'au Japon, on a une commission... un groupe d'enquête qui a été créé par un ancien ministre japonais, ministre de la Défense japonais, je crois, avec plusieurs autres ministres. Donc, ils sont en ce moment même en train d'étudier la question. Il y a des choses qui bougent. Il y a quelques tentatives qui ont été faites au point de vue de l'Union européenne pour essayer d'établir un groupe européen d'études du phénomène et de recensement de l'activité qui correspondrait à ces manifestations-là.
Parce qu'il faut comprendre aussi quelque chose, c'est qu'aux États-Unis, on est sur un territoire qui est immense. Quand on met l'Europe par-dessus les États-Unis, ça rentre, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aimerait, nous aussi, pouvoir avoir un organe qui couvre toute cette surface-là, au moins. On pourrait avoir, au sein de l'Union européenne, plusieurs agences qui se coordonnent et qui partagent, à travers des canaux ouverts d'information, ces données-là. Pour l'instant, on les a pas. Pour l'instant, ça va être plutôt des groupes indépendants qui vont se partager les trucs, il faut aller les chercher soi-même, etc. Non. Et c'est pour ça qu'il y a eu des appels au Parlement européen de députés européens pour la création de ce type d'organe-là, quoi. Intéressant. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a le sentiment en France qu'on a pour autant des chercheurs, même des psychologues cliniciens, nous on en a reçu aussi dans le Paranormal Show, qui vont prendre le temps de récolter de la donnée, de récolter, de faire des entretiens qualitatifs. On a un acteur comme Michael Vaillant qui a fondé UAPcheck, qui permet aussi d'enregistrer, cartographier ces événements-là. Mais effectivement, on se demande ce qui se passe au niveau de l'État français. Et donc je vous posais la question tout à l'heure, quand vous avez reçu Alain Juillet ou quelqu'un comme Sylvain Maisonneuve, ils ne vous ont pas confirmé qu'il y avait un organisme, un organe d'État, une structure qui s'occupait de ces sujets-là officiellement en ce moment, aujourd'hui? Non. Je ne peux pas répondre autre chose. J'aimerais vous répondre que oui, ou qu'on a de fortes présomptions, etc. Non. Comme je vous disais, on peut juste suspecter et espérer que c'est le cas. Ce serait déplorable que ce ne soit pas le cas. On en parle très bien dans le dernier épisode avec Sylvain Maisonneuve, puisque imaginons que demain, on ait ce type de vague d'observation qui provoque, je ne sais pas moi, des paniques, ou en tout cas tout un chamboulement dans plusieurs institutions, par exemple. C'est hypothétique, mais on est en droit de se demander si ça arrivait, comment réagirait l'État. Et si l'État, demain, nous fait comprendre qu'il n'a jamais travaillé sur la question, qu'il n'en a aucune idée, et que les personnes les plus aptes à répondre, c'est des gens comme moi ou comme mes invités, on marche sur la tête. En fait, on est, au vu de ce qui se passe publiquement, politiquement, médiatiquement aux États-Unis, sur la question, c'est leur devoir de se mettre au parfum aussi et d'essayer de comprendre de quoi il s'agit et d'avoir des réponses le jour où nous-mêmes, on aura ce genre de choses qui sortiront. C'est tout simplement leur devoir. Donc, je pense que ça existe, c'est juste que c'est pas encore sorti. De la même manière qu'avant 2017, personne n'était au courant qu'il y avait il y avait ce type de programme au sein du Pentagone. Peut-être qu'on arrivera à faire sortir le truc. Je pense que c'est à travers des initiatives aussi, comme la mienne, comme la vôtre, les travaux de gens comme Michael Vaillant, vous en parliez, mais aussi mon premier invité, Baptiste Friscourt, qui lui fait vraiment des entrevues, il tient presque des quotidiennes, en tout cas il fait plusieurs émissions par semaine sur le sujet où il rapporte vraiment l'information la plus sourcée, etc. Il y a plein d'initiatives comme ça qui feront peut-être qu'avec le temps, en parallèle en plus de ce qui se passe aux États-Unis, etc., les gens commenceront à comprendre qu'il se passe vraiment quelque chose. À ce moment-là, on demande des réponses. Et si on est suffisamment à demander des réponses, les politiques, ils vont là où le vent souffle. Donc, si un sujet est médiatique et que ça peut montrer leur tête à la télé, ils seront contents de le faire. Non, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre les choses, parce que c'est aussi ce qui s'est passé aux États-Unis. Si le sujet n'était pas déstigmatisé, les personnes n'auraient touché le truc même avec un bâton. Bon, d'un coup, le Pentagone dit oui, ils sont plus sûrs à s'y être engouffrés. Donc, si nous aussi, on a nos instances qui disent oui, et on rappelle qu'au sein du CNES, on a quand même le GEPAN qui dit que oui, il y a un phénomène à observer, c'est quand même pas rien. Peut-être que derrière, nos politiques réagiront. Après, en France, on a quand même le sentiment que le sujet est encore assez radioactif dans le grand public. Quand on en parle, la question OVNI, PAN ou autre, prête encore beaucoup à rire. Oui, parce que le terme, particulièrement OVNI, est encore largement entaché de cette image dont on parlait plus tôt, et encore largement rangé dans la fiction. Donc, quelqu'un, pour la majorité des Français, effectivement, quelqu'un qui croit aux ovnis, c'est pas une affaire de croyance pourtant, mais il croit aux ovnis, ça revient à croire au Père Noël, quoi.
On les voit moins s'insurger quand il s'agit de croire en Dieu, par exemple. Bon, je crois qu'à ce jour, on a moins de preuves de l'existence de Dieu que de l'existence des ovnis. Mais pour autant, c'est pas un sujet qui, pour eux, est digne d'intérêt. Bon, c'est problématique parce que, en fait, c'est ce que les psychologues appellent le stigmate culturel. C'est quand notre société décide de concert, un peu, tous ensemble, quel sujet est digne d'intérêt, lequel ne l'est pas. Et en fait, en faisant ça, avant même que les preuves puissent émerger, on tue la curiosité. C'est terrible. Et en fait, c'est de l'anti-science de faire ça. On ne peut même pas avancer, on a déjà les pieds liés avant même d'avoir pu étudier le truc. Et ça s'est produit un nombre incalculable de fois dans l'histoire. Et ça, c'est le plus problématique là-dedans, c'est d'assister à la non-action des gens qui devraient s'y intéresser, qui aimeraient pouvoir s'y intéresser, mais on ne leur permet pas de le faire, parce que s'ils le font, c'est leur carrière qui en pâtiront. Tout à fait. Et ça, en réalité, c'est dramatique. C'est dramatique. Et on observe très bien qu'au cours de l'histoire, on a été incroyablement mauvais pour réaliser une grande découverte alors qu'elle était en train de se produire. Ça arrivait, je veux dire, on remonte à l'héliocentrisme, l'existence des bactéries, même des exoplanètes. Je veux dire, la théorie de l'évolution, on a toujours réfuté, on a toujours accueilli ces grandes pensées, ces grandes idées avec du ridicule, avec un scepticisme radical. Et dans le pire des cas, on a brûlé des pauvres gens, quoi. Donc, c'est dommage de se dire que malgré toutes les fois où l'histoire essaie de nous apprendre cette leçon, on ne change pas, quoi. On ne change pas, ça paraît être vraiment imprimé dans notre génome, d'être incapable d'ouvrir les yeux alors qu'on a les choses qui sont présentées pile en face de nous, quoi. Simon, quelles sont les grandes hypothèses à ce jour pour les experts qui étudient ces sujets-là, pour expliquer les pans? Qui sont-ils? Que nous veulent-ils? J'aimerais bien le savoir. C'est tout l'objet de mon travail documentaire sur la question. C'est essayer de me rapprocher d'un semblant de réponse. J'en ai quelques-unes sur l'existence réelle. C'est désormais quelque chose sur lequel je sais que je ne vais pas revenir parce que j'ai suffisamment d'éléments à ce jour. Enfin, je dis j'ai, mais on a suffisamment d'éléments à ce jour qui prouvent que le phénomène est bien réel. Et il faut arrêter de faire cet éternel va-et-vient entre prouve-moi que ça existe, ok, je te le prouve, ça existe, en fait, ça n'existe pas. Et hop, on l'a fait pendant trop d'années. Si on veut avancer dans un sujet, il faut sceller quelque chose et voilà, monter la première marche et ensuite pouvoir espérer arriver à la seconde, quoi. Moi, je suis bloqué à cette première marche. Donc, vous partez du principe que les pans sont réels? Je pars de la réalité qui est admise par plusieurs gouvernements et plusieurs agences et scientifiques. Oui, enfin voilà, que le phénomène est bien réel. Et maintenant, j'essaie de comprendre de quoi il s'agit. Donc, et alors, quelles sont les hypothèses qui existent là-dessus, justement? L'hypothèse la plus célèbre, évidemment, c'est l'hypothèse d'une espèce extraterrestre qui nous visiterait. Qui est une hypothèse matérialiste? Ouais. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des objets physiques qui sont là. Et puis d'ailleurs, le fait que ces objets ont, sur beaucoup d'observations, laissé des traces au sol, par exemple, prouve qu'il y a eu à un moment un objet matériel. Le fait qu'ils apparaissent sur des radars, tout simplement, ça prouve aussi qu'il s'agit d'objets matériels dans ces observations-là. Donc bon, évidemment, c'est l'hypothèse la plus connue. Ensuite, pour étirer celle-ci, il y a l'hypothèse de pourquoi une seule? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas plusieurs espèces extraterrestres qui nous visiteraient? Bon, il y a aussi des gens qui défendent cette hypothèse, qui par ailleurs, extraterrestre, ça fait rire. Il faut se demander pourquoi ça nous fait rire. Ça nous fait rire parce qu'on pense, encore une fois, à Mars Attack, la soupe aux choux, etc. Enfin, voilà. Mais essayons d'objectiver la chose. Est-ce que c'est vraiment si délirant et si risible d'envisager qu'une autre espèce ait pu émerger sur une planète en dehors de notre système solaire et qu'elle ait atteint un niveau suffisant technologique pour nous rejoindre?
Quand on sait que on se pose en 69 sur la Lune, le début de la conquête spatiale, c'est 57 avec Spoutnik. Je veux dire, ça fait pas 100 ans qu'on envoie des objets dans l'espace. Et regardez ce qu'on est capable de faire, regardez les satellites qu'on est capable de lancer, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même un sacré progrès entre le début de l'aviation au début du XXe siècle et aujourd'hui les F-35, les F-22 Raptor. Bon, il y a un monde. Est-ce que la technologie sur, on va dire, 1000 ans ou 10 000 ans sur une autre planète, est-ce qu'elle serait pas capable de comprendre un certain nombre de choses que nous, on n'a pas compris aujourd'hui sur la façon de se déplacer dans l'espace? Moi, personnellement, je trouve qu'il est complètement absurde de fermer la porte à cette hypothèse-là juste parce qu'elle nous fait penser à des films de science-fiction. S'il y en a qui veulent réfuter ça, ça les regarde. Moi, je trouve que c'est anti-scientifique de le faire. Donc, cette première hypothèse, elle me semble OK. Deuxième hypothèse, qui n'est pas celle d'une espèce non humaine, qui est l'hypothèse qu'il s'agisse d'engins humains, de programmes secrets, technologies secrètes, issues de technologies inconnues, qu'on n'aurait pas, manifestement, qu'on n'aurait pas vraiment utilisé globalement pour X raisons, qu'on aurait découvert relativement tôt, parce que les premiers objets qu'on observe comme ça, de façon assez sûre, ça remonte au moins aux années 40, mais en réalité avant ça. Donc ça veut dire qu'on fabrique ce type d'objet-là depuis plus de 100 ans. Enfin, années 40, non, mais en réalité, si on remonte plus loin, ça fait plus de 100 ans qu'on fabriquerait ces objets. Pourquoi pas? Ça pose énormément de problèmes. Pour réussir à corroborer, à expliquer cette théorie, c'est très compliqué, mais pourquoi pas? Alors, en tout cas, c'est une des hypothèses. Une autre hypothèse serait qu'il s'agisse d'une espèce qui est déjà présente sur Terre. Potentiellement humaine aussi? Et pourquoi pas? Alors, il faut essayer d'expliquer ça, comment c'est possible, si c'est humain aussi, est-ce que c'est une civilisation antédiluvienne, etc. Je sais que c'est largement débattu. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais ça fait partie des hypothèses. Où est-ce qu'ils se cacheraient? Ils ne sont pas sur Terre. Ils se cacheraient sous l'eau. Bon, c'est vrai qu'on en voit, il y a pas mal de ces objets qui sont observés comme sortant de l'eau et rentrant dans l'eau. On peut aussi se dire d'ailleurs que si c'était une espèce extraterrestre, les océans seraient un très bon endroit pour se cacher plutôt que de se cacher sur Terre. Voilà, on peut étudier, on peut penser à ça. Et tout à l'heure, vous disiez matérialiste parce que il y a des hypothèses qui sont un petit peu plus spirituelles à ce phénomène-là. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, ça voudrait dire que ce serait quoi? Ce serait un phénomène qui est peut-être produit par notre conscience, une forme de conscience collective, une projection de nos consciences, que c'est un phénomène qui aurait évolué à travers les âges. D'abord, on voyait un certain nombre de choses qu'on n'arrivait pas à expliquer, puis ensuite on a projeté des nouvelles, etc. Je sais que ça, c'est une théorie qui est défendue aussi. Comment on arrive à matérialiser vraiment ces choses-là d'une certaine manière? Parce que, encore une fois, elles apparaissent, elles sont observées, elles sont vues aussi par des radars, donc ça pose plein de questions. Je suis franchement pas expert là-dessus. Qu'est-ce que j'oublie? La simulation? La simulation, ouais, mais dans ce cas-là, la simulation, ça change pas grand-chose. Ça veut dire que... Enfin, ce qu'on appelle simulation, c'est notre réalité, donc j'arrive pas trop à voir la différence que ça fait. Mais si, moi, je suis preneur, parce que celle-ci... genre... La simulation computationnelle, les ovnis seraient des artefacts du système? Des entités de maintenance, des bugs ou des glitches, par exemple? Ok. Oui, donc on serait dans une simulation et il y aurait ces objets-là qui viendraient dans ce qu'on pense être la réalité pour opérer des opérations de maintenance. C'est ça. Ok. Donc ce serait une simulation dans laquelle on doit rentrer pour modifier les choses à l'intérieur. On ne pourrait pas la modifier de l'extérieur. C'est ça. Elle n'est pas très maline, cette simulation. C'est pas ma préférée personnellement, mais je sais qu'elle existe. Non, mais pourquoi pas? Enfin,
Et de toute manière, je sais que la liste est très longue. Oui. C'est Baptiste Friscourt qui avait fait un épisode assez rigolo là-dessus sur, je crois qu'il appelait ça l'iceberg des théories. Ouais. Et donc. Et puis elles se recoupent. Et là, et vraiment, il en avait des dizaines. Il y a des choses évidemment ultra farfelues, mais c'est drôle. En vrai, pourquoi pas. Mais moi, je préfère me concentrer sur ce qu'on sait, et en espérant qu'un jour, ce qu'on sait va sceller vraiment. Mais faire pousser la théorie, c'est rigolo. On peut en parler. Mais ça ne fait pas beaucoup avancer la chose de mon point de vue. On a quand même en France un sacré penseur sur le sujet qui s'appelle Jacques Vallée. Est-ce que vous l'avez interviewé? Je sais que non. Non, il est évidemment sur ma liste, à savoir que j'ai essayé de rentrer en contact avec lui, que j'ai pas encore eu de réponse. Jacques, je sais pas si vous avez vu mon message. Écoutez, on lui a écrit aussi. Peut-être qu'on peut imaginer quelque chose ensemble. Ah, ça serait pas mal. Bon, j'attends. Peut-être qu'il me répondra. Mais j'aimerais beaucoup faire évidemment un épisode avec lui. Et alors, c'est très intéressant, Jacques Vallée, parce que très récemment, il a dit quelque chose qu'il n'avait pas vraiment trop dit. C'est que au cours de la conférence de presse qui a été donnée sur le cas de Varginha, mais c'était il y a 3-4 jours, là, même pas. Varginha, on en parlait tout à l'heure, en 96. Au Brésil. Dans ce cadre-là, il a fait une déclaration en vidéo, donc publique, pendant la conférence de presse, où il dit qu'on a a priori affaire à un phénomène qui n'est pas humain et qui est matériel quand même. Il parle même, pourquoi pas, de quelque chose qui serait dans lequel une forme d'intelligence artificielle interviendrait. Et je l'avais jamais entendu être aussi catégorique là-dessus. J'ai trouvé que c'était intéressant. Donc voilà. Mais c'est vrai que lui a aussi travaillé sur des hypothèses un petit peu plus spirituelles pour expliquer le phénomène. Et c'est pas non plus impossible que ce soit un mélange de choses, que ce soit juste des phénomènes qui touchent à des aspects de la réalité qu'on n'a pas encore découvert ou compris. Et ça évidemment, c'est très intéressant. Et puis ça s'inscrit dans votre ligne éditoriale à vous. C'est pas impossible qu'on parle de choses qui viennent d'un autre plan, de notre espace-temps, par exemple. Ou alors, ça se trouve, il y a même plus que l'espace-temps. Voilà, quelque chose qui viendrait d'une autre dimension et se manifesterait dans la nôtre. Pourquoi pas ? C'est quoi la suite, Simon, pour vous de Epan ? J'imagine de nouvelles interviews à venir sur votre chaîne. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux ? Alors, il y a effectivement d'autres épisodes. Tant que j'aurai des choses à dire qui rentrent dans la ligne éditoriale dont je parlais tout à l'heure, je ferai des épisodes. J'ai l'impression que j'ai créé une petite communauté. Enfin, j'ai pas créé, mais que les gens qui sont maintenant abonnés à la chaîne, etc., qui viennent me parler, etc., je sais qu'il y a un vrai engouement pour ce projet précis, parce qu'il y avait un vrai manque dont je parlais plus tôt, que finalement j'ai décidé de combler en créant ce projet documentaire. Donc en fait, tant que j'aurai aussi ce support-là, tant que je comprendrai que j'apporte quelque chose en ayant la bonne démarche à ces gens-là, j'essaierai de continuer à produire des épisodes. Donc évidemment d'autres épisodes, pourquoi pas sur la chaîne aussi d'autres formats qui seraient pas exclusivement des formats d'interview. On peut penser à plusieurs formes pour essayer d'augmenter un petit peu la régularité, parce qu'aujourd'hui, en parallèle de mon travail, de ma vie perso, c'est assez compliqué de faire plus. Mais je sais que c'est quelque chose que me reproche, entre guillemets, à quelques personnes sur le fait que ils aimeraient en avoir plus. Donc, pourquoi pas réfléchir à des formats plus courts, plus faciles à produire. Mais j'ai également un gros projet documentaire, donc de long métrage documentaire que j'ai écrit et qui aujourd'hui a un beau distributeur. Et voilà, on est en phase de recherche de financement et on espère réussir à produire ce documentaire, à réaliser ce documentaire, et que ce soit quelque chose qui fasse un petit peu bouger les choses. En fait, je parlais tout à l'heure des initiatives un petit peu qu'on pouvait avoir, etc. Donc, effectivement, ma chaîne, ça reste assez confidentiel aujourd'hui. Réussir à faire un gros documentaire
qui pourrait, pourquoi pas, sortir au cinéma, qui pourrait, pourquoi pas, être accompagné d'un certain nombre d'articles, faire venir un maximum de gens, etc., aux projections. On espère réussir à créer une émulation sur le sujet et pourquoi pas provoquer un intérêt de personnes qui pourraient, elles, vraiment développer la question plus en profondeur d'un point de vue institutionnel, etc. Ce serait ma pierre à l'édifice. Exactement. J'essaye d'y arriver. On espère qu'on trouvera les financements pour le faire. Non, on n'est même pas en mode crowdfunding, on est vraiment sur une prod un petit peu traditionnelle. Donc, on cherche des boîtes de prod qui peuvent avoir suffisamment de force de frappe pour nous aider. Voilà. On désespère pas. C'est assez récent encore qu'on s'est lancé sur la recherche de financement. Donc, rien d'anormal à ce jour si ce n'est pas encore produit. Et on espère que ça verra le jour et que ça contribuera à déstigmatiser un petit peu la question en France. Simon, on arrive à la fin de cette interview et j'aimerais vous poser nos 3 dernières questions. Quels sont les 3 ouvrages que vous recommanderiez aux gens pour mieux comprendre ces sujets ? Vous savez quoi, ça peut être du document, de l'audiovisuel pour vous, puisque c'est votre job. Je recommande ma chaîne, évidemment. Non, plus sérieusement, en documentaire visuel, on a des choses qui sont bien. En France, on avait un documentaire de Dominique Filleul qui s'appelait OVNI, une affaire d'État. C'est un très bon documentaire à l'époque. Ça suit les événements qui postent en fait article du New York Times en 2017. Ça dépeint vraiment une bonne chronologie des événements. C'est très bien construit et fait avec sérieux. Dans le sens où c'est pas du tout, ça tombe pas du tout dans les travers qu'on connaît de ce type de documentaire un peu sensationnaliste, etc. Ce que je veux pas du tout faire sur ma chaîne, par exemple. Lui ne le fait pas non plus, enfin ne l'avait pas fait non plus, et j'ai trouvé que c'était un très bon objet. J'étais très content de voir ça en France parce que c'était très rare. Il en a fait un autre derrière, peut-être ça peut faire une seule reco, en gros le travail de Dominique Filleul, un autre documentaire spécifiquement sur le GEPAN qui était sorti en fait en parallèle de la série OVNI sur Canal+. Oui. Et donc là, ça s'appelle Le Bureau des OVNIs. Et donc voilà, ça balaye un petit peu toute cette histoire qui est super intéressante. Ça parle de plusieurs cas. Un documentaire qui est vraiment chouette et axé, vraiment bien ancré sur notre territoire. Donc, ça change de tout ce qu'on voit habituellement, plutôt côté États-Unis, quoi. Un autre documentaire qui marche bien, en fait, encore une fois, réalisateur qui, plutôt que documentaire, mais donc James Fox, lui, a sorti un très bon documentaire qui s'appelle The Phenomenon, que vous pouvez coupler avec un de ces derniers qui s'appelle The Program. Et comme ça, vous avez un petit peu toute la période 2017 aux États-Unis, puis ensuite Programme secret, David Grush, etc. Ça, c'est quand même plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre en documentaire qui est bien ? Ou fiction ? Fiction. La fiction qui est la plus proche de la réalité, ça c'est assez fou, mais c'est Rencontre du troisième type qui est souvent cité par les ufologues de la première heure. Lui, Steven Spielberg, est un croyant entre guillemets de la première heure et il s'est super bien documenté pour réaliser ce film. Et en fait, les observations qui sont faites, le type de forme, même dans la personnalité des témoins, etc. Il s'est basé que sur des choses existantes. Il s'est entouré de personnes qui avaient travaillé sur des programmes. Bon, c'est évidemment un film de fiction, mais c'est ce qui, à mon avis, se rapproche le plus de ce qu'était le paysage UFO à l'époque aux États-Unis. Donc, c'est un chouette film. Est-ce qu'il y a d'autres films bien The Arrival, c'est un très bon film, Premier Contact, qui, pour le coup, pareil, va explorer la thématique d'une façon bien différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, Denis Villeneuve, effectivement, très bon film. Et c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais. Ça nous va très bien. Je pense que c'est bien. Oui, c'est bien aussi de finir sur de la fiction aussi, parce qu'il y a des informations intéressantes à aller chercher. Après, dans les ouvrages papier, il y a beaucoup de choses, mais je vais pas m'étendre trop parce qu'il y en a énormément. Mais si des auditeurs veulent
découvrir, en fait, au travers d'un livre très facile à lire, très simple et qui fait un très bon travail de collecte d'informations solides sur le sujet. Le livre de Sylvain Maisonneuve, qui est mon dernier invité, franchement, c'est pas parce que je connais le mec et que on a fait un épisode ensemble, c'est parce que son bouquin est super accessible. Il se lit en plus assez vite pour le coup. Donc voilà, très bon pour mettre un premier pied dans l'ufologie. Enfin, dans l'ufologie, on va l'appeler comme ça. C'est un super bouquin. Et puis même quelqu'un qui s'intéresse déjà au sujet va forcément découvrir des choses intéressantes dedans. Mais voilà, donc c'est un truc qui fait très bien le pont. Et derrière, si vous voulez vraiment creuser et toujours en restant sur le plus solide de tout ça, il y a UFOs and Governments de Robert Powell et Michael Swords. Et donc ça, c'est la Bible. C'est vraiment la Bible dans le domaine. C'est que l'histoire sourcée avec à la fin une annexe de quasiment 100 pages de documents photocopiés, imprimés, enfin vraiment voilà qui donc nous c'est montre très bien documenté quoi. Voilà, c'est que le terreau en fait factuel et puis le bouquin est comme ça et on se rend compte que rien que et je sais pas quand est-ce qu'il est sorti mais il s'est passé pas mal de choses depuis, on avait déjà de quoi remplir d'informations factuelles vérifiées avec des archives à l'appui un bouquin de cette page-là écrit en Police 8. Donc c'est pas mal ce à vos lunettes. à vos lunettes, ouais. Non, c'est un bon bouquin. Après, il y en a énormément d'autres. Simon, quel message aimeriez-vous faire passer à des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, mais ne savent pas quoi faire de leur intérêt ? Continuer à creuser, rester prudent. Je pense qu'on peut aussi se fier un petit peu à son intuition là-dedans. Je dis ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose que je fais encore lorsque je vais m'intéresser à certaines affaires plutôt que d'autres. À force de s'intéresser, à force de creuser, on va développer une sorte de, j'ai envie de dire, presque de sixième sens, en tout cas de petites sonnettes d'alarme qui s'allument dans la tête quand on commence à repérer des trucs qui vont pas bien. En tout cas, je sais que moi, à force de m'y intéresser, j'ai ce truc-là. C'est ce qui, je crois, me permet d'aujourd'hui de garder une distance nécessaire avec le sujet. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent vraiment au sujet sérieusement, continuez de le faire et continuez justement d'aiguiser en fait votre regard sur le sujet. Parce que je pense que ça vous servira en fait davantage plus vous y intéresserez quoi. Donc ça c'est forcément un petit conseil à donner. Vous pouvez suivre votre intuition, elle vous rendra service à la longue. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Partagez-le. Franchement, c'est ce qu'il faut faire. Je sais que c'est très dur, mais il faut en parler autour de vous. Il faut en parler sur les bases des choses les plus sérieuses que vous avez découvertes, donc des documents les plus sérieux. Ça peut être du travail comme celui que je fais sur ma chaîne, mais comme un très bon bouquin que vous avez lu, etc. Essayez de sensibiliser les gens autour de vous. On ne parle pas d'évangéliser, hein, c'est pas ça. Il ne s'agit pas du tout de ce type de sujet. C'est ce qu'il faut réussir à faire comprendre. Donc, je pense qu'en tenant des propos un petit peu, en levant le pied sur certains aspects, lorsqu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas du tout été sensibilisés au sujet, on peut réussir à attiser leur curiosité. Je sais que moi, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de messages de gens qui viennent me parler sur Instagram, sur YouTube, etc., qui me disent que ma chaîne a complètement changé leur façon de voir les choses et de communiquer sur le sujet, notamment auprès de leurs proches, leurs amis, leur famille, parce qu'ils avaient enfin quelque chose de solide à leur montrer, ce qui a permis d'ouvrir des discussions. Et ça, c'est évidemment le meilleur compliment qu'on puisse me faire, parce que c'est l'unique raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est vraiment ça. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler, il faut rester curieux, il faut rester prudent, il faut rester sceptique. Et à la longue, ça vous servira à y voir vraiment, vraiment plus clair. Et enfin, Simon, une question que je ne vous ai pas posée, mais que vous auriez aimé que je vous pose. Franchement, je crois que vous m'avez posé toutes les questions qu'il fallait. Je pense qu'on a fait une belle émission là quand même. Je ne sais pas si
si on va s'étendre davantage parce que j'ai peur qu'on perde les gens à tout jamais. Parce que vous avez faim, Simon. Non, pas du tout. Non, en fait, on a parlé de tellement de choses que je vois pas là ce qu'on n'aurait pas abordé. Évidemment qu'il y a d'autres points qu'on peut aborder, mais je pense qu'on a passé en revue suffisamment de choses, surtout pour des gens qui s'intéresseraient pas au sujet. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Simon Meeus, je vous remercie grandement de votre présence. On a adoré vous avoir avec nous dans le Paranormal Show. Et bonne continuation avec votre belle chaîne EPAN. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était The Paranormal Show, votre rendez-vous avec les mystères de notre temps. Abonnez-vous, soutenez-nous, nous avons besoin de vous.